Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau Critflix. Encore énormément de choses à vous dire, on va passer par les news. Notre sujet principal, ce sera le duo James Gunn, les Gardiens de la Galaxie volume 3, ainsi que Peacemaker, que j'ai enfin pu voir en entier grâce à tes conseils, mon cher David. D'ailleurs, David, tu es pour moi le shiny de cette émission, tu es tellement rare que lorsque j'ai réussi à t'attraper, je t'ai gardé. Et donc du coup, comment vas-tu ? Eh ben, t'avais une chance sur 8096 de me trouver, Voilà, alors, tu vois. ce qui n'est pas si mal que ça. Et bah écoute, alors qu'au point de vue ADN et de l'humanité, il y avait une chance sur 7 milliards, donc C'est je vrai. suis encore plus rare qu'un shiny, je te C'est vrai, signale. ouais, c'est vrai. Eh bien écoute, ça va, il fait beau, il fait bon, dans la pièce ça sent le reblochon, je suis vraiment ravi, et c'est vrai en plus. Et c'est vrai en plus, puisque je suis en train de manger allègrement une pizza pendant cette émission, puisqu'il faut bien se nourrir. On passe tout de suite à nos recommandations. Et quelle est la tienne, mon cher David ? Alors ma recommandation, moi, c'est le film de Sylvain Desclous, De Grandes Espérances, que j'ai vu il y a quelques temps en salle. Je sais qu'il y a encore quelques cinémas qui le diffusent, donc j'aimerais vraiment inciter les gens à aller le voir. C'est un film avec Rebecca Marder, qui est une actrice absolument fabuleuse. Je l'ai découverte, alors je l'avais déjà vue dans d'autres films, mais je l'ai vraiment découverte dans Mon Crime de François Ozon il y a quelques temps. Et elle joue dans ce film avec Benjamin Laverne de la Comédie Française. Alors Rebecca Marder, c'était la plus jeune pensionnaire de la Comédie Française. Elle y est rentrée il y a 10 ans et elle en est sortie l'année dernière, en 2021, pour pouvoir se consacrer au cinéma. Benjamin Laverne, lui, est toujours sociétaire de la Comédie Française. Et ça raconte l'histoire de ce jeune couple. Ils sont étudiants, ils sont à Sciences Po, ils veulent faire de la politique, ils rêveraient de travailler dans des cabinets ministériels. Mais il va arriver quelque chose qui va grandement bouleverser leur vie, c'est-à-dire qu'un jour, alors qu'ils sont en vacances, ils vont se faire agresser sur le bord de la route en Corse. L'un des protagonistes, même si c'est dans la bonne annonce, je ne vous dis pas lequel, va blesser mortellement ce Corse qui va les agresser et ça va complètement chambouler leur vie. C'est à la fois un thriller, c'est à la fois un film politique, c'est un film assez intimiste dans sa réalisation, mais qui mérite vraiment que vous vous y penchiez parce qu'il y a du suspense jusqu'au bout. La fin, elle est hyper surprenante et assez jouissive, si je puis dire. On est vraiment ravis. Et puis alors, casting 5 étoiles. Rebecca Marder, je vous le disais, Benjamin Laverne, aussi Emmanuel Berco, qui joue une députée qui veut devenir ministre. Et puis l'excellent Marc Barbet, que j'ai lui aussi découvert dans Paris Police 1900. Il joue le rôle du préfet Lépine. Ah oui, d'accord. C'est un acteur incroyable. Ouais. Et là, il joue tout l'inverse. Il joue un mec, on va dire, un peu alcoolo, jeune retraité, avec des tout petits moyens. Il joue le papa de Rebecca Marder, en fait. Et c'est absolument brillant. C'est De Grandes Espérances. C'est sorti il y a quelques semaines. Il est encore à l'affiche. C'est sorti le 22 mars, il y a 2 mois. Mais il est encore à l'affiche dans certaines salles. Donc, allez le voir. Moi, ce sera aussi un film français, ça s'appelle Chien de la Case. J'ai eu l'occasion de le voir il y a quelques jours. C'est un premier film de Jean-Baptiste Durand avec pareil un super casting. Anthony Bajon qu'on a pu voir dans la série d'Arte sur le groupe NTM qui s'appelle. C'est une très bonne question, David. Alors, Merci. tu sais ce qu'on va faire? On va taper sur Google. Voilà. Anthony... Le monde de demain. Le monde de demain. là là. Le monde de demain. David est plus rapide que Google. Alors moi je suis un shiny, mais lui c'est un vrai cerveau d'ordinateur. Et Raphaël Quenard aussi, qu'on a pu voir dans pas mal de films en ce moment. Et Galatea Bellucci, qui commence à avoir une assez grosse carrière. Donc c'est l'histoire de deux super amis d'enfance, Dog d'un côté et Miralles de l'autre. Ils sont potes d'enfance dans un tout petit village. Et il y a cette jeune fille qui débarque pour les vacances parce qu'elle essaye de se refaire un peu de renflouer un peu les caisses en gardant l'appartement de sa tante. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a une amitié entre Dog et Miralles qui va vraiment tomber en décrépitude avec l'arrivée de cette jeune femme, et on va se rendre compte qu'un des deux protagonistes a un énorme ascendant sur l'autre, et que cet ascendant va s'effriter, et que en fait tout va être mis à nu de ces deux personnages qui jouent extrêmement bien. En fait, les acteurs sont vraiment impeccables. La réalisation, encore une fois, c'est un premier film, la réalisation est très bonne, mais pas forcément parfaite. Par contre, le jeu des acteurs a été très bien dirigé, et c'est vraiment hyper intéressant. J'ai trouvé que ça nous tenait en haleine jusqu'à la fin. La conclusion est assez intéressante et ça parle aussi de l'abandon des petits villages. Ça parle aussi de tous ces artistes déchus qui vont vivre justement là-bas parce que les loyers sont pas chers et qui n'arrivent plus à exposer, qui n'arrivent plus à faire parler leurs œuvres. Donc voilà, il y a plein de petits sujets à droite à gauche, mais le point central c'est quand même Dog et Miralles et cette espèce d'amitié presque toxique, presque finalement, c'est un couple en fait. Ils sont un couple, ces deux personnages, et sans parler d'homosexualité, il y a quelque chose entre les deux, une espèce de fusion. Et c'est vraiment hyper intéressant. Ça s'appelle Chien de la Casse. Et pareil, c'est disponible au cinéma en ce moment. Je vois qu'il y a encore 149 séances en France. Ça risque de baisser assez vite parce que le film est sorti le 19 avril 2023. Mais en tout cas, voilà, 2 films à aller voir au cinéma, 2 films français. Profitez-en. Franchement, en ce moment, il y a quand même beaucoup de qualité et de films qualitatifs. Et puis, ils seront de toute façon sur les plateformes Ouais. de VOD dans quelques mois, si C'est jamais ça. vous les loupez en salle.
parce qu'effectivement, les deux sont déjà sortis depuis quelques temps. C'est ça, c'est l'avantage de pouvoir nous réécouter quelques mois plus tard, quand vous aurez Exactement. fait le tour. On passe tout de suite à nos actualités. Alors mon cher David, les actualités, c'est toi qui vas les commencer. Tu vas nous parler de ces fameux Blu-ray de la Fnac. Oui, alors je vous en ai parlé il y a quelques temps. À la Fnac, il y avait cette offre de Blu-ray à la demande, c'est-à-dire que vous précommandiez un Blu-ray, mais vous n'aviez pas la garantie de le recevoir. Ça peut paraître bizarre dit comme ça. En fait, simplement, vous précommandez votre Blu-ray. Et si vous aviez été assez nombreux à le commander, vous pouviez avoir le film. La Fnac s'engageait à fabriquer le film. C'est simple, hein, c'était 24 mars, début de la campagne, 24 mai, fin de la campagne, et le 24 mai, les films qui avaient été suffisamment achetés allaient être fabriqués pour une livraison le 24 juillet. C'était donc sur 4 mois, 24 mars, 24 mai, 24 juillet. Il y a quelques jours, les nouvelles n'étaient pas très bonnes. Je te l'avais dit en off, David, il n'y avait que 3 films de validés par la Fnac à l'heure où je vous parle. Alors, c'est pas un scoop, hein, on enregistre cette semaine un mercredi et pas le lundi. On est le 24 mai, la campagne s'arrête à minuit. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 20 films de validés, 20 Blu-ray qui vont sortir. Ah ouais. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle, je trouve. Alors, vous en donnez quelques titres comme ça si vous le souhaitez. À commencer par Contact de Robert Zemeckis. J'avoue que moi j'ai participé à la campagne de ce film et je suis très content de l'avoir. Il y a Le Dernier Samaritain. Alors je l'ai en DVD, c'est un film avec Bruce Willis et Damon Wayans, un film d'action des années 90 qui avait pas mal fonctionné. Le Grand Sommeil avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Before Sunrise avec Ethan Hawke et Julie Delpy. Before Sunset. On a aussi Rêve, hein, ce film d'Akira Kurosawa, qui va donc finalement voir le jour. Vous allez avoir aussi Tango et Cash. Alors ça c'est pareil, un buddy movie avec Stallone et Kurt Russell, culte. Les Associés, Chute libre. Que pourrais-je vous citer d'autre ? La chatte sur un toit brûlant, avec Elizabeth Taylor et, si je dis pas de bêtises, Paul Newman, c'est bien ça. Kill Argo, Le voleur de train, Le convoi sauvage, Faux coupable, La loi du silence. Bref, on a quand même beaucoup de films qui vont sortir et on a des films qui sont presque prêts à sortir, c'est-à-dire qui n'ont pas eu assez de donateurs. Je pense notamment au merveilleux Signe de Night Shyamalan. Alors, il a une différence Signe. Je vous rappelle que cette offre Fnac, c'était uniquement pour des films jamais sortis en Blu-ray ou en rupture de stock. Et Signe, il est en rupture de stock depuis très peu de temps. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le veulent. C'est mon cas. Moi, j'ai pas participé à l'offre pour Signe parce que je l'ai déjà et il avait quand même été produit en grande quantité, ce qui pourrait expliquer qu'il fonctionne un peu moins. Les Razmoquettes aussi qui sont presque sortis, et alors Arthur Malédiction, hein, qui n'a pas marché non plus sur le site de la Fnac. Alors on ne sait pas, à l'heure où on enregistre, vous le saurez peut-être vous en nous écoutant dans quelques jours, si la Fnac va donner un délai pour les films qui y sont presque en disant bah voilà, ils y sont presque, est-ce que vous voulez participer ? J'avoue par exemple que moi j'hésitais à participer pour Sunshine de Danny Boyle, qui est un film que je trouve vraiment très chouette, que j'ai découvert il y a assez peu de temps, mais pour le coup c'est une réédition. Il avait aussi été fait à pas mal d'exemplaires et on peut le trouver d'occasion sur des sites d'occasion, et c'est vrai que du coup on peut se poser un peu la question. Donc 20 films de validés, les gens devraient le recevoir le 24 mai, mais c'est vrai que le 24 juillet, excusez-moi, 24 juillet, mais c'est vrai que la semaine dernière, quand j'en ai parlé, David, il n'y en avait que 3, c'est passé à 20, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, complètement. Après, est-ce que, tu sais, c'est peut-être comme les campagnes Ulule, où ils attendent le dernier moment, ils ont déjà un packaging de prêt, tu sais, et ils le rajoutent à la fin, c'est possible. Pour les rayons, par exemple, de la Fnac, ou des choses comme ça, en se disant, ça permet vraiment de pouvoir valider la commande. Théoriquement, il ne devrait pas être en rayon, cela, puisque c'est vraiment de la fabrication à la demande. Donc s'il y en a, j'ai n'importe quoi, 196, il devrait en livrer que 196. Maintenant, s'il voit qu'effectivement il en fallait, je n'ai aucune idée des chiffres qu'il fallait. Je remercie le site éditioncollector.fr qui a pu avoir justement accès au stock. Sans eux, on savait pas quel film était fait ou pas. Et c'est grâce à un tweet de leur part que j'ai pu avoir tout ça. Mais on sait pas du tout. Lui, il avait les pourcentages, mais je sais pas le quota. Est-ce qu'il fallait 50 bourrés pour qu'il soit fabriqué, ou est-ce qu'il en fallait 300 ? Et je vais dire n'importe quoi. Contact qui a été fait dès le début, par exemple. S'il en fallait 50 et qu'il y en a eu 200, c'est pas impossible qu'ils en fassent du coup 500 pour mettre dans les rayons, voyant que le film a cartonné. Par contre, s'il en fallait 50 et qu'il y en a eu 49-50, bah là, ils vont peut-être pas s'amuser à en faire. Est-ce qu'ils vont être signés édition Fnac ? Est-ce que tu sais s'il va y avoir une... Ça, je sais pas. A priori, sur les visuels qu'on voit, non, mais on n'est pas à l'abri d'une modification. Ouais, complètement. En tout cas, voilà, si vous voulez aller soutenir les derniers films qui sont à ras les pâquerettes pour pouvoir être validés, n'hésitez pas. Si ils ont, encore une fois, prolongé du coup cette offre, puisque on est le 24 mai quand on enregistre, donc tout ça sera clôturé à minuit.
Bah écoute, on va passer à ma news, et ma news est beaucoup moins... comment Peut-être dire pas intéressante. Non, je veux pas dire intéressante, mais disons qu'elle est moins positive. Moins Voilà. réjouissante. Moins réjouissante. Merci. Disney+, l'entreprise est accusée d'avoir trompé les investisseurs sur le succès de sa plateforme. On en parle depuis quelques temps, vous êtes au courant. Disney+, a perdu des abonnés à travers le monde. La plateforme ne se porte pas très très bien. Bob Iger, à l'époque, ne jurait que par cette plateforme et avait décidé de sortir pas mal de films directement sur la plateforme et d'éviter de le sortir en salle. On le sait pour certains Pixar, par exemple, certains Disney Live Action aussi, qui sont sortis sur la plateforme. Et là, ce qui se passe, c'est qu'un investisseur a déposé plainte auprès du tribunal du district central de Californie. Je tiens l'information du site Pure Media, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils sont accusés de faits qui remontent du 10 décembre 2020 au 8 novembre 2022. Et durant cette période, la direction aurait à plusieurs reprises trompé les investisseurs sur le succès de la plateforme Disney+, en dissimulant les coûts réels de la plateforme, les dépenses, la difficulté de maintenir une croissance robuste de ses abonnés, et en affirmant que la plateforme était sur la bonne voie pour atteindre la rentabilité. Et 230 à 260 millions d'abonnés payants dans le monde d'ici la fin de l'année fiscale 2024. Ce qui paraît vraiment très peu probable au vu des chiffres actuels. Je crois qu'on a une centaine de millions d'abonnés, si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai que ça va être très dur à atteindre, surtout avec le catalogue qui est prévu sur les mois et années à venir. Certaines séries Marvel qui ont été repoussées, qui ne sont d'ailleurs plus... là, ils ont fini, en gros, le cycle Marvel des séries qui étaient censées sortir. Il y a juste Loki qui est prévu, je crois, pour le mois de septembre ou octobre. Non, même avant, mois de juin. C'est pour juin, ouais. Pardon, autant pour moi, mois de juin. Il n'y a pas de grosse sortie, enfin voilà. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement, même les investisseurs là se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez Disney et Disney Plus en particulier. Si je vous raconte tout ça, c'est surtout pour essayer d'espérer peut-être une remise en cause de Disney, de comprendre qu'une plateforme n'est pas là pour être le noyau principal d'une entreprise de médias et de vidéos, mais peut-être justement un à côté. Comme le font les cinémas en fait, enfin, voilà, de prévoir le film en exclusivité en salle. Warner a rétropédalé, on le sait, il y a quelques mois à la réouverture des cinémas où ils ont compris qu'avoir une fenêtre exclusive pour un film au cinéma permettait d'avoir beaucoup plus de succès pour ce film-là sur la plateforme quelques mois plus tard, plutôt que de faire l'inverse et de tout diffuser en même temps, et au final les gens se noient à l'intérieur de toutes ces propositions-là. Donc voilà, c'est hyper intéressant de voir que même les investisseurs commencent un petit peu à trembler des genoux, quoi, et à se dire que c'était peut-être pas forcément un bon investissement. Ouais, et d'autant que cette news, on peut la coupler à une autre qu'on a appris la semaine dernière, c'est que Disney va supprimer plus de 60 de ses contenus exclusifs de sa plateforme, oui, c'est vrai, pour payer moins d'impôts sur les contenus diffusés, et c'est quand même complètement aberrant. C'est-à-dire qu'on a appris que Disney vraiment allait se débarrasser de 60 films et séries. Alors, au niveau monde, sur les la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être de ma news, si vous l'avez écouté, je parlais des plateformes, on disait qu'en France, Disney Plus avait augmenté relativement peu, mais là, on a les chiffres monde qui sont tombés, et dans le monde, c'est 4 millions d'abonnés en moins pour Disney Plus. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, ils vont retirer 60 de leur contenu pour payer moins d'impôts. Donc, c'est des contenus Disney+, et des contenus stars. On apprend notamment qu'on a Willow, Y le dernier homme, Big Shot, Les Petits Champions, Turner et Hooch, 13 à la douzaine, Le seul et unique Ivan, un film que j'avais vu sur Disney+, justement, qui était un de leurs contenus exclusifs. On va avoir des séries qui vont également s'en aller. On va avoir des contenus du style Marvel Studios, Les Voix de Wakanda Forever, qui était un documentaire qui venait en complément de la sortie de Wakanda Forever, tout simplement parce que Disney paye trop d'impôts, selon eux, sur les contenus qu'ils produisent et qu'ils diffusent. Donc, ils ont enlevé... voilà, et théoriquement ça devrait être effectif le 26 mai. Donc si vous nous écoutez, j'imagine que le podcast va sortir à peu près dans cette date-là, ce vendredi 26 mai, ça va partir de Disney+, parce que ça leur coûte trop cher. On a appris aujourd'hui d'ailleurs que la série télévisée L'étoffe des héros se surajoutait à ce contenu. Alors aux États-Unis c'est le cas aussi pour Hulu. Alors je vais vous lister encore peut-être... Enfin, je sais pas si ça vaut le coup, mais plus en détail. Hein. Je vous l'ai dit, on a L'étoffe des héros, Le Narcisse Noir, Marvel Runaway, Futureman, Motherland, L'amour au temps du Corona, Everything Trash, The Premise, The Hot Zone, Dollface, Maggie, Little Demon, Pistol, Y le dernier homme, Journal d'une future présidente, Willow, Les Petits Champions. Ça, c'est pour les séries. Et côté film, Rosaline, 13 à la douzaine, Le seul et unique Ivan. Je rappelle, un film contenu exclusif Disney+. Il y a peut-être des gens qui se sont abonnés pour le voir. Aussi, et voilà, et ça va être enlevé. Artemis Fall, Stargirl, The Princess, Clouds, Black Beauty, Le Monde de Nate, Magic Camp, Derby and Dead, et puis donc des documentaires, Marvel Project Heroes, la saison 1, Les Merveilles de l'Amérique,
Derrière l'étoffe des héros, Chien guide d'aveugle en devenir, L'avenir leur appartient dans les étoiles, etc. Et des émissions de télé du style À vous chef ou Disney, Mariage de rêve. Et on a même un spectacle, un Harmonious Live, qui avait d'ailleurs plutôt bien marché sur la plateforme, qui devrait disparaître le vendredi 26 mai. Je vous ai fait que la moitié du compte des 60 trucs. Je dis trucs parce que c'est séries, films et autres qui s'en vont de Disney+, parce que Disney a décidé de les enlever d'eux-mêmes. Ils n'ont pas perdu les droits, ils les enlèvent volontairement pour gagner de l'argent. C'est proprement scandaleux pour nous. Mais complètement, et en plus ça revient, et c'est marrant parce que du coup les deux news se joignent, parce qu'on revient sur le problème du physique, c'est-à-dire que ces programmes-là vont être disponibles nulle part. Exactement. Ils vont être oubliés de l'humanité, puisque Disney+ a décidé de les enlever de ses serveurs. Ils ne sont plus accessibles nulle part. Et donc du coup, on se retrouve avec des programmes qui ont été créés pour rien, de l'argent dépensé pour rien, puisque ça ne va plus rapporter d'argent. Ils vont sûrement pas le décider de les sortir en Blu-ray, c'est pas possible. D'ailleurs, on a appris que Avatar allait sortir enfin en Blu-ray en France. On a enfin eu une date qui était, je ne sais plus, vers le mois de juillet, je crois. J'ai pas la date exacte en tête, mais comme tu le dis, moi je le dis avec notre ami Fabien, s'il nous écoute, achetez des Blu-ray Disney, non pas pour soutenir la marque, mais parce qu'on se rend compte qu'un jour, entre les histoires de censure, de coupe, de modification de certains passages, de modification de certains textes, vous risquez de ne plus pouvoir voir les films. Alors, non seulement ne plus les voir tels que vous les avez connus, mais peut-être même plus les voir du tout. Il y a certains films qui, encore une fois, vont disparaître et on les retrouvera peut-être jamais. Artemis Fall, je sais que perso, je ne l'ai pas vu, il me tentait pas des masses, mais j'aurais pu avoir envie de le voir un jour. Le seul et l'unique qui vend, moi j'ai passé un bon moment, je me suis bien marré de... 13 à la douzaine avec Zach Braff, qui est un remake en fait du premier 13 à la douzaine, était vraiment très sympa. C'est un moment familial que j'ai vraiment bien apprécié, et je ne nie pas que j'aurais peut-être pu le regarder une deuxième fois. Si j'avais toujours eu la plateforme Disney+, ou si mes enfants en avaient eu envie. Et c'est vrai que du coup ça fait bizarre en fait. Nous on avait ces cassettes VHS qui traînaient dans nos armoires et on les regardait en boucle. C'est pour ça qu'on connaît tous ces films là par cœur. Et maintenant on se dit qu'en fait tu te lances dans une plateforme. Et j'ai fait l'erreur moi au début de Netflix de ne pas savoir que les programmes pouvaient partir. Et j'ai vendu une dizaine ou une vingtaine de DVD en me disant j'en ai plus besoin, je vais me libérer de ça parce qu'ils sont sur Netflix. Et en fait, on se rend compte qu'au bout d'un moment, du jour au lendemain, il peut disparaître. Alors moi, j'ai fait pas la même erreur, j'ai gardé mes DVD et mes Blu-ray, mais il y a des programmes que j'ai pas regardés en me disant, de toute façon, j'aurai le temps de les voir. Je pense notamment aux Beetleborgs, série des années 90 que j'adorais sur TF1. Bien sûr. Et quand ça a été un des arguments quand j'ai pris Netflix, je me suis dit, mon Dieu, il y a les Beetleborgs. Je sais que ça a très mal vieilli, mais depuis Fox Kids au début des années 2000, j'ai pas pu les voir. C'est ça. Et je me les étais mis de côté un peu comme, je sais pas comment vous expliquer ça, mais du genre, vraiment un jour je vais regarder ça comme le trésor, la boîte de Pandore à pas ouvrir tout de suite. Et puis en fait ils sont partis. Donc effectivement sur Netflix et sur les plateformes, rien n'est jamais acquis, alors que votre DVD et votre Blu-ray, alors peut-être que dans 200-300 ans vous serez plus là, mais le CD marchera moins bien. Mais et on sait qu'il y a eu une polémique, et d'ailleurs faut pas la nier, il y a des Blu-ray notamment chez Warner qui aujourd'hui ne marchent plus, qui ont été très mal produits. Et moi j'ai acheté notamment en boutique d'occasion Gangs of New York ou des mineurs et qui n'ont jamais fonctionné chez moi. Donc il faut être quand même prudent sur certains types de Blu-ray, mais voilà, d'une manière générale, les DVD, les Blu-ray, ça fonctionne, et ça va devenir la seule solution de garder des films. Donc ça peut être très matérialiste ce que je vais dire, mais posséder un film, c'est aussi l'assurance de pouvoir le revoir quand vous le voudrez et de le transmettre et de pouvoir le diffuser à vos enfants, à vos proches. Et je trouve que malheureusement c'est vrai que ça se perd. Mais c'est vrai que comme tu le dis, avoir un film en VHS ou en DVD, c'est du patrimoine. C'est des films qui maintenant, une fois que vous l'avez chez vous, vous conservez une partie du patrimoine de la cinématographie française ou internationale chez vous. Donc c'est quand même important, vous êtes peut-être un petit musée à vous tout seul. Oui, alors moi j'ai un ami qui m'a offert tout simplement Noir en Blu-ray, et je suis super content de l'avoir parce que je l'avais pas acheté et du coup je vais pouvoir le revoir autant que je veux. Mais écoute, cet ami doit être très content que tu sois content. Et je crois que oui, je lui avais offert moi Aladdin de Disney il y a quelques temps. Non mais voilà, ça, complètement. Et du coup, privé de joke passé, voilà, moi je suis super heureux de me dire que chez moi, j'ai presque tous les Disney, parce que j'ai beau critiquer la firme souvent et Disney+, entre autres, j'adore les films Disney, les créateurs de chez Disney sont des génies, et j'aime bien regarder ma collection et me dire j'ai ces films. Eh bien on va passer à notre sujet principal, et ces films et séries là, tu vas sûrement les avoir bientôt dans ta vidéothèque. Alors mon cher David, toi et moi, James Gunn, on l'apprécie, on trouve que c'est un réalisateur qui est quand même plutôt pas mal, vraiment, il réalise beau gosse. Voilà, beau gosse en plus, et il va s'occuper bientôt, il s'occupe déjà maintenant
de DC Comics et de tout ce qui va concerner les films de chez DC Comics. On a des projets à partir de 2025, si je me trompe pas. Ouais, tout à fait. En attendant, il avait fait la série Peacemaker, il avait fait The Suicide Squad, donc le deuxième opus qui s'occupait de la fameuse équipe de bras cassés, ancien malfrats, engagé par Waller. C'est ça. Amanda Waller à l'été 2021. C'est ça, donc c'était des films relativement irrévérencieux. Hein. C'est vrai que James Gunn est connu pour avoir fait des films qui étaient quand même assez trashouilles. Et là, du coup, il a sorti une série qui s'appelle Peacemaker, qui est disponible sur Prime Video et aussi sur le Pass Warner, du coup, puisque c'est une série HBO à la base. Mais il a surtout fait Les Gardiens de la Galaxie 3, son dernier film chez Marvel, puisqu'il avait déjà réalisé les 2 premiers opus. Et c'est de ce film-là et de cette série-là que nous allons parler aujourd'hui. On va commencer par Peacemaker, puisque c'est ce qui remonte, on va dire, au plus loin et au plus près pour moi, puisque je viens de finir la série. Et petit résumé, si vous n'avez pas vu de Suicide Squad, eh bien tant pis, on va vous spoiler, puisque en fait, de Peacemaker prend la suite de Suicide Squad, au moment où, juste après que Peacemaker ait tué le colonel Rick Flag, il se retrouve avec une balle, ce qu'on pense être une balle fatale. Ils arrivent à la récupérer, il est soigné et est envoyé dans une équipe alternative, on va dire, de Amanda Waller, pour pouvoir s'engager sur une mission secrète, dont on ne vous dira pas plus peut-être d'informations. Je sais pas si on va aller aussi loin dans le scénario, on va essayer de pas trop vous divulgacher la série, tout en essayant de vous expliquer pourquoi on l'a adoré. Et je vais te laisser en parler, puisque tu es celui qui en parle le mieux, tu nous as déjà convaincus, on est déjà 3 personnes de convaincus, donc autant que tu commences. Eh ben, je suis ravi de découvrir que tu l'as adoré, parce qu'en fait je ne le savais pas spécialement, oui. Puisque tu viens de la voir. Moi, je vous avoue que c'est une série que j'ai un peu hésité à regarder au début à un moment, parce que le personnage de Peacemaker m'était complètement antipathique dans The Suicide Squad, et il se trouve que ma compagne, avec qui je regarde la plupart de mes séries, aussi, et on s'est dit, bon, on adore James Gunn, on adore DC Comics, donc on va tenter le coup, même si on n'aime pas le personnage. Et en fait, au final, à la fin, c'est tout l'inverse, et on s'est dit, pourvu qu'il n'arrive rien, qu'il ne tue pas Peacemaker dans un des prochains films, alors comme il y aura une saison 2, théoriquement non, oui. Mais c'est vrai que ça a été vraiment un coup de cœur, cette série. C'est 8 épisodes d'une 30aine de minutes, c'est relativement court, mais suffisamment efficace, je trouve, pour 8 ou 10 épisodes, mais 8 je pense. C'est relativement 8. Court, mais très efficace, je trouve. Le premier épisode, il faut le temps de se mettre dedans, mais à partir du deuxième, pour moi, c'est une véritable réussite en termes de narration. C'est super bien écrit, il y a des twists, vraiment il y a des choses qui surprennent autour de ces personnages des papillons qui sont en fait les ennemis, on va dire, que Amanda Waller veut absolument éradiquer dans cette série. Il y a des twists, l'humour est pour moi super efficace. Alors, je sais pas si c'est du spoil ou pas du spoil, mais juste le moment où ils cherchent, je veux pas trop vous en raconter, mais qu'au final ils décrivent Speedy Gonzalez. Je sais pas si tu vois de quelle scène il s'agit, j'en ai pleuré de rire. On était avec ma compagne, on était à pleurer de rire devant la télé. Quand il dit j'ai vu un petit personnage, il courait très vite. Il semblait dire arriba, arriba. Et l'autre lui dit mais enfin, je crois que vous donnez la description de Speedy Gonzalez. Et là, ça m'a tué. C'est-à-dire que c'est un humour à la James Gunn, décomplexé. On y reviendra peut-être, mais je pense que c'est ce qui ne peut pas se permettre à 100% chez Marvel, parce que quelque part il y a Kevin Feige et Disney derrière qui disent attention, c'est du Marvel. Et là en fait il s'est complètement lâché. Et les dialogues sont très presque Woody Allen-esque, en fait, ça fuse à 100 à l'heure en fait, et du coup il faut suivre. Hein. Les personnages sont hyper attachants. Ouais, de ouf. C'est vrai que même ce personnage qui se teint la barbe, non mais la vanne de tu te teins la barbe, bref, j'essaye de, là c'est pas bien ce que je fais parce que si vous avez pas vu la série vous comprenez pas. Je digresse. Et je digresse, mais vraiment les personnages c'est très très bien joué, je trouve. Vraiment, vraiment un coup de cœur pour John Cena qui est un acteur que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais James Gunn l'a défendu il y a quelques temps. Ah oui ? Puisque sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui lui a dit de toute façon, à part faire tourner des vieux catcheurs, t'es vraiment bon à rien. Et il répond beaucoup sur les réseaux sociaux, James Gunn. Et il a dit John Cena et Dave Bautista sont deux des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. C'est des acteurs formidables. Faut pas oublier que le catch c'est un spectacle. On peut pas être catcheur si on n'est pas comédien. Enfin, si on n'est pas capable de faire le show. Et du coup, c'est vrai que je trouve vraiment John Cena très attachant. On a Jennifer Holland qui est Madame James Gunn à la ville. Je le dis aussi parce qu'il a été attaqué sur les réseaux sociaux pour ça. Il faut rappeler aussi que son frère joue dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Ce personnage, quand il siffle, aussi fait bouger une flèche, c'est son frère, en fait, à James Gunn. Et sa femme a aussi un petit rôle. Et j'ai adoré la manière avec laquelle il s'est défendu, parce qu'il a dit « Mon frère est acteur.
ma femme est acteur. C'est deux des personnes que j'aime le plus au monde. Évidemment que quand je fais un projet, je me dis, ce serait génial s'ils pourraient y participer. Et je trouve ça vraiment... Effectivement, on va dire, il y a plein de gens sur les réseaux qui disent, ouais, mais ça prend la place d'autres acteurs, gna 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 gna. Ouais. Après, on dit rien pour Alexandre Astier et sa team Camelot voilà. qui fait partie de sa famille, quoi. Exactement, Alexandre Astier, c'est carrément toute la famille. Ouais, et je veux dire, si moi j'étais réalisateur et que ma femme était actrice, évidemment sûr. que j'aurais envie de tourner avec elle. Et je trouve ça même chouette. Il a dit, j'ai un amour tellement immodéré pour eux que je les veux près de moi. Mais je trouvais ça très juste et très touchant. Pareil pour Nathan Fillion qui joue 3 rôles différents dans les 3 Gardiens de la Galaxie, ça peut paraître un peu bizarre et en même temps cet acteur est tellement suivi de James Gunn en permanence sur tous ses projets que ça paraissait presque normal. Et d'ailleurs, indiscrétion, alors j'ai vu ça sur quelques sources concordantes sur internet. Vous savez que James Gunn est très proche de ses acteurs et il se pourrait que certains des acteurs qu'on a vus dans les Gardiens de la Galaxie viennent faire un tour chez DC Comics prochainement. Mais pour en revenir à Peacemaker, je trouve que c'est une série qui est très bien jouée, très bien incarnée, très drôle. Ça fuse à 100 à l'heure, on s'attache aux personnages, à tous les personnages. Et alors j'ai oublié le nom, Vigilante, complètement décalé, extraordinaire. Le fameux Églouné, c'est vrai que c'est marrant cette histoire d'aigle, et je me répète, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais c'est la seule série dans laquelle je n'ai jamais passé le générique. Cette danse où ils se mettent tous à danser, où on voit tous les personnages qui font des gestes et tout, c'est vraiment génial, c'est mon maxi coup de cœur de 2023. Je suis heureux de l'avoir partagé avec toi, et je sais que Fabien, qui était chroniqueur avec nous aussi, va lancer la série, j'espère qu'il va aimer, parce que vraiment, je trouve que trop de gens l'ont comparé à The Boys, en disant The Boys va plus loin, The Boys dénonce, The Boys... ça n'a rien à voir. Kick-Ass, en fait, oui, voilà, on est vachement plus près d'un Kick-Ass, on est vachement plus près de The Suicide Squad, en fait, qui est en fait... c'est plus feel good que The Boys. The Boys va vraiment dans la noirceur. Là, certes, c'est sanglant, mais c'est quand même plus feel good. Et on s'attache aussi à tous ces personnages. Et vraiment, je vous invite vraiment à découvrir cette série que j'adore. Ouais, mais vraiment, et je sais même pas si on va faire une partie défaut comme on le fait d'habitude, parce que vraiment, en ayant vu la série, j'en trouve pas, hormis quelque chose qui est inhérent à une série, c'est-à-dire les longueurs. C'est-à-dire que par moment, je vais t'avouer que j'ai pas fait les 8 épisodes d'un coup, toi non plus. Non. Par moment, je vais t'avouer que j'ai un peu divagué. Je suis parti un peu sur le côté. Il y a eu des moments où voilà, j'ai laissé passer l'action en gros et je suis revenu après sur la série. Mais ça s'est déroulé sur, c'est une dizaine de minutes sur les 8 épisodes. C'est vraiment pas grand-chose. Mais sinon, je n'ai que des qualités à trouver à cette série. Pourquoi ? Tout simplement parce que James Gunn arrive pour la première fois avec une série de super-héros à faire beaucoup avec pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, il a réussi à créer des petits espaces qui sont cohérents. Il réussit à créer un scénario qui est pas trop immense pour te demander des gros moyens, mais en même temps pas trop petit pour que ça paraisse ridicule dans le monde de DC Comics. Il réussit à créer des anti-héros qui sont attachants, qui sont hyper bien travaillés, qui ont tous une logique de vie, parce qu'il y a plein, on en voit plein, des héros maintenant, il y en a tellement, il y a tellement de séries disponibles, qu'il y a énormément de héros ou de personnages qui n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire ils sont là pour simplement présenter une action, simplement présenter un moment de scénaristique, et ça n'a aucun sens. Là, tous les personnages ont du sens, tous les personnages apportent quelque chose à l'histoire et aux autres personnages, et ils arrivent à évoluer ensemble, et quand on arrive à la fin de la série, on se dit, ok, il y a un point culminant pour chacun des personnages. Il n'y a aucun personnage qui est laissé de côté, il n'y a aucun personnage qui n'a pas son histoire de terminer. Et quand on arrive à la fin de la saison 1, on espère une saison 2, et en même temps, il n'y en a pas besoin. Et ça fait énormément de bien, de se dire, on arrive à la fin de la saison, cette scène finale, quand il est sur son Porsche assis, m'a fendu le cœur, parce que je me suis dit, j'ai pas envie de me séparer de ce personnage, et en même temps, je me dis, ça peut pas mieux finir, parce que sinon, ça peut être trop long, sinon, ils peuvent divaguer sur des sujets qui sont pas intéressants. Et voilà, j'ai vraiment trouvé ça hyper bien. James Gunn, j'ai vu son tout premier film, un de ses premiers films qui s'appelle Hero, qui vraiment ne m'a pas plu. C'est vraiment un film qui est trash pour être trash. J'ai pas compris l'histoire, j'ai trouvé que c'était irrévérencieux à des moments sur des sujets qui ne me plaisent pas du tout. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de trop chez James Gunn, et je pense que quand il a eu fini Hero, qu'il l'a vu ou qu'il a eu les critiques, je sais pas, il a réussi à se recanaliser, à créer un espèce d'équilibre entre ce qui va trop loin et ce qui est possible de dire au cinéma avec ce qu'il a, avec l'expression en fait, avec ce qu'il a envie de dire, ce qu'il arrive à faire avec une caméra. Et vraiment, je tiens à le dire, c'est un réalisateur. Il y a des plans où on se dit, ok, c'est réfléchi, même pour une série. On se dit, il n'a pas posé sa caméra n'importe où, il n'est pas juste là pour filmer de l'action, c'est réfléchi complètement, quoi. Et on se prend d'empathie pour les ennemis. Il arrive à créer ça, et à chaque fois il le fait aussi, on va en parler après pour les Gardiens de la Galaxie, il arrive à créer de l'empathie pour tous les
personnage, de son histoire, et ça je trouve ça vraiment, même Amanda Waller à la fin, quand Oui. elle est sur son canapé, Ouais, je me suis ouais. oh merde la pauvre, et en fait je me Ouais. dis mais non, c'est l'ennemi numéro 1 de tous les spectateurs de chez DC Comics, et pourtant même à la fin t'as de la peine pour elle quoi. Et vraiment, vraiment Peacemaker, j'ai très très peu de défauts à trouver à cette série. Je suis assez d'accord. J'ai pas parlé dans le cast de Robert Patrick qui joue le père de Peacemaker, mais quel rôle. Oh là là, mais Alors quel pour rôle. le coup, lui, c'est une vraie pourriture et on n'en a pas d'empathie pour lui. Mais alors quel rôle, la manière dont il joue ça, c'est à la fois terrifiant et drôle. C'est ça. Ça te fait faire vraiment le grand écart. C'est ça. Et la scène où il lui explique que du coup, il a rencontré quelqu'un qui avait peur des rats. Ouais. Et qui se marre. Il dit ah, j'espère que tu l'as défoncé. Et qui dit Ouais. rien. Et là, il passe vraiment sur un autre état d'esprit. Le personnage part vraiment sur autre chose. Tu dis que ce gars-là qui a joué, finalement, on le connaît pour Terminator 2, Oui. où il jouait le T-1000. Et je l'ai vu récemment dans Copland, le film que je vous ai conseillé la semaine dernière, où il jouait également très très bien. C'est un très bon acteur et c'est vraiment dommage qu'on le voit pas plus souvent. Ouais, moi il m'avait beaucoup marqué dans The Unit, je sais pas si ça te parle, une série des années 2000 à l'époque qui passait sur M6. Donc ouais, globalement Peacemaker, moi voilà. Encore une fois, ça passe vite, parce que 30-35 minutes, hein, c'est pas des épisodes d'une heure. 8 épisodes. C'est 8 épisodes. Alors on sait pas, il a confirmé qu'il y aurait une saison 2, mais pas avant 2025-26. Il va y avoir la série Amanda Waller. Il a dit qu'on retrouverait les protagonistes de la série. C'est un mini spoil, mais on retrouve les protagonistes de la série dans la scène post-générique de Shazam 2. Ouais. C'est assez marrant d'ailleurs de se dire que voilà, James Gunn est aussi attaché à ces personnages-là et qui sont dans l'univers d'ici. Et vraiment, moi j'y allais pas à reculons, mais je me disais, bon, allez, on va tenter le coup. Et alors, juste après, j'ai lancé Moon Knight de Disney. Et ben, je peux vous dire que. Alors, j'ai pas arrivé à suivre. Et en fait, ma compagne qui est très bon public, Maëva, elle m'a dit tu vois, là, c'est la première fois que je me dis, je la regarde pas du tout au bon moment parce que j'ai trop Peacemaker en tête et c'était tellement bien. Forcément. Et là, c'est tellement mou. Et c'est vrai que la différence, fallait se mouiller la nuque avant d'arriver sur Moon Knight. J'en ai parlé avec des amis il y a pas très longtemps où je leur disais finalement c'était la fausse bonne idée, cette idée de faire des séries où ils tournaient tout d'un bloc sur un bloc de 6 heures et qui séparaient par demi-heure. Parce qu'en fait, ça casse le rythme complètement parce que en fait c'est censé être d'un tenant et on a des cassures en fait au milieu des épisodes chez Disney+, ce qu'on n'a pas chez Peacemaker puisque chaque épisode a un début, une fin et il y a une conclusion à chaque épisode. Vous pourriez vous arrêter de regarder la série à n'importe quel moment, sauf que vous n'avez pas envie parce qu'on a envie de savoir la suite. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Et alors les effets spéciaux, je sais pas combien de budget a eu James Gunn pour cette série, mais vraiment les effets spéciaux sont dignes d'un film de chez Warner, comme on a pu en voir récemment quoi. Donc je suis vraiment très étonné. D'habitude les séries de super-héros ont des budgets très limités et vraiment la 3D est pas satisfaisante. Là, je suis désolé, mais la vache, elle est très bien faite. C'est vrai. On vous dit pas ce que c'est parce que voilà, c'est le personnage de la vache, vraiment très très bien faite quoi. Et j'ai trouvé vraiment que c'était chouette. Et il est pas allé trop loin, il y a pas de la 3D dans tous les sens, il y a pas des super effets spéciaux, c'est vraiment très bien. Les fight guns, les gunfights et les combats à main nue sont vraiment très bien faits. D'ailleurs, le personnage de Karate Master, non, Judo Master est vraiment à mourir de rire quoi, avec ses Cheetos en permanence. Enfin voilà, tous les personnages sont drôles, on pourrait vous en parler pendant des heures, mais on ne peut que vous conseiller de regarder la série parce que vraiment vous allez passer un très bon moment. On rappelle qu'elle est sur Prime et je terminerai juste par confirmer ce que tu dis, le fait que ce soit un vrai réal de film, qu'on a l'habitude de voir faire des choses qui fait cette série, c'est vraiment un gros plus. Et il n'y a pas besoin d'être fan de super-héros, d'être fan de DC Comics, ou d'avoir vu The Suicide Squad. D'ailleurs, au début de l'épisode 1, on a un petit résumé qui nous dit d'où vient ce personnage, qu'est-ce qu'il a fait. Et donc, on va enchaîner sur les Gardiens de la Galaxie 3, j'imagine. Complètement, on enchaîne sur les Gardiens de la Galaxie 3. Les Gardiens de la Galaxie, du coup, c'est le troisième opus des Gardiens de la Galaxie. C'est aussi le dernier opus des Gardiens de la Galaxie. Ça a été annoncé, il y a eu des on-dit sur un 4e épisode, mais pour l'instant, en tout cas, tel qu'on connaît la team, telle qu'elle a été créée au premier épisode, c'est leur dernière aventure. C'est toujours réalisé par James Gunn, parce que comme on vous l'a dit, on fait une review spéciale de ce réalisateur-là. C'est avec Chris Pratt, Zoé Saldana, Dave Bautista, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une bande de bras cassés qui vont à travers l'espace et l'univers défendre les opprimés, aussi bien qu'ils le peuvent, avec énormément d'humour et beaucoup de catastrophes. Moi, en ce moment, Marvel, c'est pas ma tasse de thé. Pour être franc, les derniers films qui sont sortis, ça n'a pas été de grande joie. Il y a le dernier Doctor Strange que j'ai trouvé plutôt cool parce que Sam Raimi a une réalisation qui est quand même assez particulière et on avait ce côté un petit peu horrifique par moment qui amenait quelque chose. Black Panther 2 m'a pas du tout touché, j'ai vraiment pas passé un bon moment. Thor 4 m'a fait rire mais n'apporte absolument rien à l'univers, il faut dire ce qui est. Donc quand on attend un petit peu la suite, c'est un peu compliqué. Spider-Man No Way Home, je l'ai revu il y a pas longtemps et malheureusement David, je suis obligé de te le dire, mais j'ai pas réussi à trouver les bons arguments pour le défendre. Je te laisse terminer l'émission tout seul. Mais voilà, je trouve qu'il y a énormément de choses qui vont pas en fait dans
Marvel te foutait un peu la chiasse. Voilà, alors, en ce moment, Marvel, c'est pas top, quoi. Et du coup, je suis allé voir Les Gardiens de la Galaxie parce que, étant donné que j'avais pas apprécié plus que ça le 2, toi tu l'as beaucoup aimé, j'avais quand même beaucoup aimé le 1 et toi pas du tout. Alors, je ne sais pas ce que tu penses des Gardiens de la Galaxie 3 parce que tu ne me l'as pas dit, je t'ai avoué que j'avais bien aimé Peacemaker et j'ai très peur parce que moi, Les Gardiens de la Galaxie, je l'ai adoré. Je l'ai vraiment trouvé très bien. Alors, j'aimerais déjà dire une chose qui est quand même incroyable et dans 10, 15, 20 ans, on va dire mais quoi si on nous dit ça? Les Gardiens de la Galaxie 3 est réalisé par le président de DC Comics. Oui, c'est cinéma. vrai. C'est ça vrai. quand même qui est fou, vrai, c'est qu'entre-temps, il est devenu responsable du cinéma chez DC Comics. Donc c'est le patron du concurrent, c'est comme si on vous disait que le Carrefour du coin était ouvert par le président de Leclerc, quoi. Ouais, c'est ça. Ou que la dernière série de France 2 était réalisée par le patron de chez TF1. C'est complètement hallucinant et j'aime bien rappeler ça quand même. Voilà. Non, c'est vrai que mon histoire avec James Gunn avait relativement mal commencé puisque je l'ai découvert moi avec Les Gardiens de la Galaxie 1 qui après l'avoir revu quand même 4 fois depuis 2014 et sa sortie, donc ça commence à faire maintenant, j'arrive pas à rentrer dedans. Ouais. Je trouve que l'unité de lieu est pas terrible, l'humour ne fonctionne pas tellement. Et le 2, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai revu avant de voir le 3 avec moins d'enthousiasme que la fin de la première fois, mais globalement j'ai passé un bon moment. Et mon avis sur Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est que j'ai vraiment kiffé ma race, j'ai adoré. Super. J'ai quand même peut-être plus de bémol que toi, mais j'ai passé un très bon moment devant, parce que, encore une fois, j'ai trouvé que James Gunn, parce que c'est James Gunn, il faut rappeler qu'il n'aurait pas dû sortir ce film, hein. James Gunn avait été vraiment mis au banc de chez Marvel, il ne devait plus faire de film chez eux, mais Marvel voulait quand même un Gardien de la Galaxie 3, Kevin Feige a voulu le faire, les acteurs ont dit on le fera pas sans James Gunn, donc il a fait revenir James Gunn, et au final, moi j'ai aimé qu'il n'y ait aucune ramification avec le reste de l'univers Marvel. C'est un film qui se tient en lui-même. Moi j'ai beaucoup aimé Thor 4, et pas uniquement pour son humour, mais c'est vrai que c'était assez différent. Wakanda Forever m'a pas touché du tout, et Ant-Man Kum Kum Mania là, comme le chantait Félicien dans le Loft Story 2, je vous ai fait Carlos Papayou la semaine dernière, là ce sera Kum Kum Mania. Ant-Man 3 franchement c'est aussitôt vu, aussitôt oublié. Je l'ai même pas cité parce que j'avais complètement oublié. Et c'est vrai que chez Marvel on a toujours l'impression, moi j'ai cette impression que je n'ai plus du tout chez DC Comics, et Dieu sait que je vous aurais pas dit ça il y a 5 ans, mais j'ai vraiment pour le coup changé d'avis, c'est que les films Marvel se ressemblent tous, et c'est pas le cas des Gardiens de la Galaxie 3. J'ai vraiment pris mon pied parce que j'ai pris plaisir à retrouver les personnages, j'ai trouvé que le film était émouvant, touchant, j'avoue que les larmes me sont venues plusieurs fois, et finalement peut-être pas au même moment que les autres. Moi le vrai moment qui m'a ému, attention je mets un spoiler alerte avancé de 10 secondes, voilà, c'est le moment où Rocket sauve les animaux à la fin, quand il dit non il faut les sauver aussi. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que finalement, alors le méchant d'ailleurs qui est joué par Chukwudi Iwuji, j'espère que je prononce bien son nom, qui est un des protagonistes de Peacemaker d'ailleurs, hein. Ça montre que James Gunn il aime ses acteurs, voilà, c'est comme ça. Ce personnage, ce méchant, finalement qui est le maître de l'évolution, qui est assez sympa, mais en fait tout tourne autour de Rocket. En fait les Gardiens de la Galaxie ne vont faire que vouloir sauver ce personnage, et ça va venir après dans mes points négatifs peut-être, mais on y viendra après que tu aies donné ton avis. Mais globalement je trouve que c'est un film feel good malgré tout, on est ému, les musiques sont chouettes, on est vraiment heureux de retrouver les personnages, on est heureux que ce soit conclusif. Je suis heureux que c'est absolument rien à voir avec la phase actuelle, c'est la phase 5 de chez Marvel. Comme ça, et c'est un film qu'il faut prendre pour ce qu'il est, une comédie spatiale avec des super-héros, cool et décomplexés. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé Les Gardiens de la Galaxie 3. Et moi aussi j'ai beaucoup aimé Les Gardiens de la Galaxie, même si j'ai tweeté vraiment dans la foulée de ma sortie en salle qui a été pleine d'émotions parce que la fin du film est quand même assez émouvante, et c'est vrai qu'après, comme d'habitude, on dort dessus, on se réveille le lendemain, on se dit c'est vrai qu'il faut quand même aussi tempérer un petit peu. Le film a ses qualités, il a réussi à équilibrer les défauts que j'avais prononcés sur le deuxième, c'est-à-dire que par exemple le personnage de Drax est beaucoup plus équilibré dans son humour, de par le fait qu'il est ami avec la jeune fille avec les antennes, dont je ne me rappelle plus le prénom. Mantis. Et donc, merci, Mantis.
Et donc l'équilibre, en fait, le duo des deux personnages est vraiment très intéressant. Et donc du coup, ça crée un équilibre. Et touchant à un certain moment. Ouais, touchant à un certain moment. Quand elle lui fait vraiment. oublier qu'elle trouve qu'il est pas malin. Ouais, c'est ça. Et même lui, il arrive à prouver qu'en fait, il a des choses à donner en fait dans le groupe et pas forcément ces deux épées. Donc il y a énormément de choses là-dessus. Il y a un travail des personnages qui est assez intéressant, une évolution aussi. En fait, faut prendre en compte que le Gardien de la Galaxie 2, là, on reprend les personnages à la suite de Infinity War. Et de tous les problèmes qu'a amené Infinity War. Il faut se rappeler qu'Infinity War est sorti en 2018. Oui. Donc, et Endgame en 2019. Voilà, donc il faut considérer que les personnages ont pris 5 ans. D'un coup, comme ça, et vous allez retrouver vos personnages 5 ans plus tard. On les avait revus dans Thor 4, Love and Thunder, mais vite fait, voilà. Il n'y avait pas eu d'évolution de personnages, enfin voilà, on était vraiment... voilà, c'est comme si on les reprenait 5 ans plus tard avec toutes les aventures qu'ils ont pu vivre et que vous n'avez pas vu. Donc j'ai beaucoup aimé d'ailleurs qu'au début du film, on montre à travers le fameux combat du début du film, toutes les évolutions des personnages en fait, l'évolution dans leurs ententes, dans le lieu où ils habitent, voilà, vraiment il y a un équilibre en fait au niveau de ce film là, ce qui m'a un peu plus mis en retrait quand j'y ai repensé plus tard, c'est le fait que je suis pas très chanson non originale. Oui, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que les Gardiens de la Galaxie ont quelque part inventé, le premier. Ouais. Avant on avait plutôt des chansons originales au film, et maintenant on en voit partout. Shazam c'était le cas avec... Alors c'est intéressant parce qu'en fait on le voit maintenant qu'il a le fameux Zune, enfin le fameux lecteur MP3, en fait chaque gardien est attaché à une époque. Oui. Donc le premier est attaché aux années 80, le deuxième aux années 90 et le troisième passe aux années... Non, c'est les années 70, 80, 90 pour le troisième et donc du coup on finit avec les années 2000 pour une raison bien particulière. J'ai trouvé ça très intéressant, mais j'aime bien écouter des musiques originales. J'aime bien après pouvoir les réécouter, j'aime bien me dire que ok, ça appartient... Cette musique appartient au film, tu vois, elle en fait partie intégrante et que c'est pas juste une reprise parce que ça fait travailler ton émotion, parce que tu l'as déjà entendu à la radio ou parce que t'écoutais ça quand t'étais gamin. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose, encore une fois, que les premiers Gardiens de la Galaxie ont inventé et qu'on retrouve un peu partout, et ça faisait vraiment l'originalité, ça faisait un petit peu, je vais dire, la marque de fabrique du premier film, de retrouver, d'ailleurs, spoiler, on retrouve le thème du premier film à la fin du 3. Et c'est vrai que là, j'ai presque eu un petit peu les poils, parce que vraiment, ce fait qu'on retrouve ce thème-là, c'était chouette. Mais ça faisait tellement l'identité du 1, mais aujourd'hui, 10 ans après, avec le 3, ça marche moins. Parce que plein de films ont repris le fait de reprendre plein de musiques comme ça, mais c'est vrai que quand le thème du 1 est revenu à la fin du 3... Mais le thème original, tu vois, c'est ça. Ah oui, la chanson du 1 à la fin. Les petits poils quand même, moi. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que le thème principal des Gardiens de la Galaxie, je l'adore, quoi. C'est vraiment, il se démarque des autres films Marvel, je trouve, et on l'entend finalement qu'une fois ou deux dans le 3, et je trouve ça vraiment dommage. On l'entend quand Raccoon est dans le vaisseau, voilà, donc c'est vraiment dommage. D'ailleurs, je tiens à souligner, gros point positif, une des scènes finales du film, quand ils se battent en plan séquence. Alors, si vous avez vu Les Trois Mousquetaires, on vous en a parlé, la scène d'action en plan séquence est absolument immonde. Enfin, c'est vraiment... J'irai peut-être pas jusque-là, mais c'était assez moyen. C'était assez moyen, c'était vraiment très brouillon. Et donc James Gunn l'a fait, cette fameuse plan séquence, il l'a fait dans Peacemaker, vous en verrez une, et il l'a fait aussi dans les Gardiens de la Galaxie 3, et vraiment, il faut pas vous dire, oui, ok, c'est que du numérique, il faut aussi vous dire que le réalisateur a pensé point par point et seconde par seconde où devait se trouver chacun des personnages et l'action qu'il devait enclencher pour pouvoir créer la suite des événements. Et c'est un plan séquence, alors c'est un faux plan séquence, oui, mais il est très bien fait et il est quand même long comme une chanson, je crois. Il dure quasiment 2 minutes et demie, quoi. On est pris dedans et c'est très bien. Et ça m'a fait penser d'ailleurs à la scène dans Kingsman, la scène de l'église dans Kingsman. On est vraiment sur la même vibe. Et voilà, j'ai vraiment trouvé ça très bien. Donc voilà, j'ai assez peu de défauts à trouver. Il y a aussi le côté Marvel m'emmerde en ce moment qui rentre en ligne de compte parce que quand on arrive avec un film comme ça, qui est quand même plutôt qualitatif, qui est plutôt moyen plus, même plus, bah c'est vrai qu'il nous paraît absolument extraordinaire quand on se dit avec tout ce que vous nous avez sorti avant qui était vraiment bof, bah du coup forcément ça entraîne encore de pousser le film un peu plus vers le haut, quoi. Donc effectivement les gens qui ont peut-être un avis un peu plus objectif vont réussir à mesurer un peu plus leurs propos. Moi personnellement je suis rentré en salle, je m'attendais à rien, donc forcément j'ai été entraîné par le truc, quoi. Moi il y a 3 défauts que j'aimerais relever ce soir rapidement. Le premier, c'est que pour avoir vu The Suicide Squad et Peacemaker, où James Gunn était absolument libre, comme je le disais tout à l'heure, là on sent que c'est un peu moins déjanté, un peu moins sanglant, un peu moins... On sent que James Gunn n'a pas la liberté qu'il a chez DC. J'ai l'impression de passer pour un pro DC, mais c'est peut-être un peu le cas parce que ces derniers temps... Et pourtant le bestiaire est quand même poussé relativement loin. J'ai trouvé que le bestiaire des monstres et des aliens était quand même poussé relativement loin. J'ai vu des enfants dans la salle se mettre un peu en retrait. Ouais, alors
Donc voilà, effectivement, déjà, première chose, je trouve que peut-être que James Gunn n'a pas pu aller aussi loin qu'il le voulait, mais là, je suppute un peu. Deuxième chose, effectivement, c'est que moi, je suis allé le voir donc, dans cette belle ville de Marseille dimanche matin. Il y avait énormément d'enfants de 6, 7, 8 ans. C'est pas fait et pour. Wow, Il aurait mérité un avertissement. Ils ont douillé par moment. Ouais. C'était un défaut auquel je n'avais pas pensé quand j'en ai annoncé 3, donc il y en aura 4 parce que tu m'y as fait penser. Mais par moment, on se regardait justement avec ma chère et tendre et on se disait, oula, là par contre, ouh, les petits. Moi, c'est vrai, quand je l'ai vu, le lendemain, j'ai vu des enfants arriver, parce qu'il était plus tôt dans la journée, il était vers 15h, et du coup, les parents ont amené leurs enfants le voir, et j'ai prévenu les parents en disant, il a vu les autres, est-ce qu'il est plutôt film d'action? Et quand les parents me disaient, bah non, bof, je leur disais, faites gaffe, c'est que même moi, il y a par moments, je me suis dit, c'est un peu limite pour un Marvel. Et c'est quand même dommage de penser ça d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Prochain défaut, l'avant-dernier du coup, c'est que j'ai trouvé que toute l'histoire était très touchante autour de Raccoon, mais pas très originale. On a vu ça quand même, pas 1000 fois, mais presque, cette histoire. Ça fait un peu shonen, effectivement. Ouais, donc bon. Mais très attachant. Alors le petit lapin, parce que moi j'aime bien les lapins, j'en ai un à la maison. Moi c'était le phoque, parce que j'ai un morse à la maison. Donc... Très bien. Et donc voilà, ça je dirais que c'était pas hyper original. Et alors attention, spoiler, bip bip, la fin. Le fait que, et ça je remercie Fabien, il nous écoutera peut-être, qui m'en a parlé et qui m'a fait me rendre compte de ça, je n'avais pas fait spécialement attention, mais il m'a éclairé, ça m'a sauté aux yeux, c'est que finalement, tout le film, il le passe à essayer de sauver Rocket, c'est hyper touchant, hyper émouvant, et à la fin, il le sauve et il se barre. Et ça, c'est complètement incohérent. Star-Lord, il vient de le sauver, ils auraient dû faire une ellipse. Ils auraient dû dire quelques années plus tard, Star-Lord s'en va. Mais là, mec, t'as ton meilleur ami qui a failli mourir, tu pleures plein de fois dans le film, tu donnerais ta vie pour le sauver, tu le sauves et tu lui dis, et un quart d'heure après, t'es parti. Non, tu veux passer du temps avec lui, tu le fais 1 ou 2 ans après, tu le fais pas sur le coup. Ouais, et c'est vrai que du coup, c'est vrai. On comprend, ils ont voulu faire ça parce que la fin, cette nouvelle équipe entre guillemets des Gardiens de la Galaxie qu'on voit dans la première scène post-générique, elle est très chouette et c'est vraiment marrant de voir justement Sean Gunn, de voir ces nouveaux gardiens. Mais c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me dis ouais, c'est pas logique du tout. Ils auraient dû faire une ellipse. Donc ça, c'est vraiment de l'ordre pas cinématographique, mais d'un point de vue narration et scénario où je me dis mais globalement, allez le voir. Vraiment, moi j'ai passé un très bon moment et je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça de Marvel. Je dirais ça fait 1 an parce que moi vraiment je continue de défendre Thor Love and Thunder qui tout le monde Thor il est plus épique, qu'est-ce qu'ils ont fait de Thor. Moi je me suis marré, j'ai bien aimé le méchant avec Christian Bale, j'ai trouvé qu'il y avait de l'enjeu. Bien sûr. Et voilà, et Thor Love and Thunder je continuerai de le défendre. Et la scène en noir et blanc était vraiment excellente. Et en fait ouais, effectivement, et on ressort quoi, Thor Love and Thunder, c'est Taika Waititi. On ressort Doctor Strange 2, c'est Sam Raimi. On ressort Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est James Gunn. Donc, c'est pas péjoratif pour les autres réalisateurs ou réalisatrices. Et Les Éternels de Chloé Zhao, que j'ai adoré, mais que tout le monde déteste. Mais quand on donne des films à d'autres gens que les frères Russo, non, ça c'est pas gentil, mais c'est vrai que le cinéma des frères Russo, ça me parle pas du tout. Je regarde Citadel sur Prime, c'est une série qu'ils ont réalisée. Je vois si c'est de meilleur. Mais voilà, quand il y a vraiment des grands noms de la réalisation, bien que je pense qu'ils sont quand même un peu brimés plus qu'ailleurs. Jojo Rabbit, c'est autre chose que Thor 4, et bien sûr, mais quand même. Il reste une trace. Il reste une trace quand même. Sûr, ouais, complètement. Mais voilà, en tout cas, on peut que vous conseiller de le voir. On y trouve quand même assez peu de défauts par rapport au dernier Marvel qu'on a pu voir. Donc, dans tous les cas, c'est vrai qu'il faut aller voir. Et puis, bon, après, comme tu le dis, maintenant que tu m'en parles, scénaristiquement, ça reste quand même du Marvel. C'est-à-dire que les séquences narratives sont quand même à peu près les mêmes qu'à chaque fois. Quoi. Donc, mais bon, ça, c'est quand même inhérent à un film de super-héros. Oui, mais c'est ça. Je vais dire quelque chose qui peut paraître aberrant, mais je rêverais d'un film de super-héros sans super-vilain. Parce qu'à chaque fois, il faut développer le nouveau personnage. Donc là, c'est le maître de l'évolution qui fait ça. Nanana. Là, c'est nanana. Et des fois, je me dis... Et Peacemaker, c'était presque ça, en fait. Ouais. Parce que ils combattent ces espèces de papillons, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, puis à la fin, on se rend compte que voilà, il y a effectivement cette vache. Mais c'est différent. Et là, en fait, on se dit, allez... À chaque fois qu'on va voir un film dessus, il faut. Et même lui, il le dit en fait. À un moment, Chris Pratt le dit. Il dit c'est bon, arrête ton discours. On est au courant. T'es un gros taré. Tu vas faire de la merde et t'as voulu dominer le monde, machin, etc. Et le mec essaie de se justifier. Et lui dit non, mais il essaie même pas de te justifier. Ça sert à rien. T'es encore un de ces foutus méchants qui essaye de contrôler l'univers et on va te péter la gueule comme on le fait à chaque fois, quoi. Et donc c'est vrai que en fait. James Gunn à ce moment-là a même remis en cause le film de super-héros en disant bah oui, je vous resserre la même soupe, mais en même temps. C'est le but, quoi. C'est un peu le but du truc. Donc voilà. Dans tous les cas, le film a des défauts. Aucun film n'est parfait, mais
il a énormément de qualité, allez le voir, vous passerez un très bon moment, n'allez pas le voir avec des enfants, il n'a pas d'avertissement parce que Disney arrive à faire jouer ses contacts, mais vraiment je pense que si il était sorti depuis un autre studio, ça aurait été un film de super-héros qui n'était pas de Disney, je pense qu'il aurait eu un avertissement. Ouais, alors on voit qu'il flirte, par exemple la mort de la loutre, elle se prend une balle, mais il n'y a pas de sang, il n'y a rien là. On voit pas du tout mourir le phoque et le lapin. Il flirte pour pas avoir ce R-rated qui est très embêtant pour eux, mais c'est vrai que c'est limite. Ouais, c'est vrai. Ça aurait peut-être mérité un Peggy 13, ça aurait été bien, mais c'est vrai qu'il se coupe d'un gros public. Donc bon, tant pis. C'est comme ça, chez nous, il n'y a pas d'avertissement, donc vous pouvez aller le voir avec qui vous voulez, mais quand même, faites attention. Merci en tout cas pour ces deux reviews. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Ce podcast n'est pas terminé du tout, puisqu'on va passer à ta chronique télévision. Alors mon cher David, ta chronique télévision, comme toutes les semaines, on va commencer avec les audiences qu'ont regardé les Français ces dernières semaines et ces derniers jours. Alors on va commencer par les audiences du lundi 15 mai, c'était il y a une semaine, et avec le très très bon score, le carton de la série Les Randonneuses sur TF1. Ça marche très fort, 4,7 millions de téléspectateurs. Moi j'ai pas regardé, non. Je sais pas ce que ça donne, je sais que c'est très très populaire, notamment chez la fameuse FRDA. Mais ça éclate tout, et ça éclate notamment Bardot sur France 2, qui a tendance à s'effondrer. On est à 2,2 millions seulement la semaine dernière. Un score plutôt correct avec les 1,8 million de l'Empereur de Paris sur France 3. Et point de vue blockbuster, c'est Sister Act 2 qui l'emporte face à TMC avec Black Panther. Sister Act 2, 961 000. Black Panther, 816 000. Et entre les deux, l'affaire Thomas Crown à 951 000. Donc gros score pour le cinéma du lundi soir. C'est marrant, Arte qui arrive toujours à stigoter une bonne place dans les dimanches soirs. C'est clair. Jeudi 18 mai... Soir. Les lundis soirs, Jeudi 18 mai, HPI, 7 203 000 téléspectateurs, c'est un énorme carton. C'est fou. 8 millions la première semaine, 7 millions la deuxième, c'est assez incroyable. Dieu le veut, Les Disparus du fleuve, la fameuse documentaire qui a fait très polémique sur les réseaux sociaux parce que le fils ne voulait pas que ça sorte. Ça a cartonné aussi avec 2,3 millions. Je dis ça cartonne, 2,3 millions, c'est pas énormissime pour France 2, mais face aux 7 millions d'HPI, c'est un très bon score. Le match de foot de W9 arrive à la 4e place avec 920 000 téléspectateurs. Et Meurtre à Belle-Île est 3e avec 2 millions. Ça veut dire qu'en fait, on n'a que 3 programmes, comme HPI aspire tout. On a HPI à 7 millions, Dieu le veut 2 millions 2, Meurtre à Belle-Île 2 millions. Et la 4e place, c'est le match de foot de W9 à 900 000 téléspectateurs. Puis Cars 3, 844 000. Et Fast and Furious 6, 720 000 sur TMC. D'habitude, on a quand même, on va dire... 5, 6, ça peut aller jusqu'à 5, 6 programmes à plus d'1 million, au moins 4 ou 5, mais là que 3, c'est vraiment très peu. Et à noter le très petit score, malheureusement, parce que j'ai adoré le film, d'Annette sur Arte, qui ne fait que 370 000 téléspectateurs. Il est clivant quand même, c'est un film particulier à regarder. Vendredi soir, c'est Tropique Criminel avec ses 4,5 millions qui est en tête. À noter que le premier film, c'est Fast and Furious 4. Alors vraiment, il faut s'accrocher. Il y avait le 6 la veille sur TMC. Là, toujours sur le groupe TF1, Fast and Furious 4 sur TF1 Série Film qui fait 629 000 et qui est au coude à coude avec Drunk sur France 5 qui a fait 606 000 téléspectateurs. France 5 qui fait 600 000 téléspectateurs, c'est quand même c'est pas rien. Pas mal. C'est pas rien. Mais c'est vrai que Fast and Furious, c'est vraiment le bazar et on y reviendra encore tout à l'heure. Samedi soir, Les Secrets du Finistère avec 4 millions sur France 3, c'est quand même énorme. Faut-il encore le rappeler. Et puis dimanche, alors c'est là effectivement qu'on a été très surpris parce que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Mais le carton cinéma, c'est Antoinette dans les Cévennes, qui égale notre record de l'année. On vous rappelle qu'on a commencé cette saison 5 de Critflix tout début janvier. Enfin, même, on avait les épisodes de Noël en décembre, mais on va dire qu'on analyse vraiment les audiences depuis janvier. Le record, il a été longtemps tenu le 1er janvier par L'Appel de la Forêt avec Harrison Ford. Et bien là... Et après, pour la sortie d'Alibi.com 2, c'est Alibi.com qui a eu, avec ses 5,3 millions le record, et bien record égalé par Antoinette dans les Cévennes, c'est incroyable. Moi, je ne l'avais pas vu venir. Seulement 700 000 téléspectateurs en salle et 5,3 millions de téléspectateurs. Mais si vous nous réécoutez, en plus, la semaine dernière, on avait dit qu'il allait se faire déglingue par Hobbs & Shaw. Et en fait, Hobbs & Shaw, il fait quand même 3 millions, donc c'est pas si mal, mais 5,3 millions pour Antoinette dans les Cévennes. Hobbs & Shaw avait fait 2,2 millions entrées en salle. Et Antoinette dans les Cévennes, 700 000, comme quoi, encore une fois, la salle
et le ciné, la salle pardon, et la télé, c'est complètement différent. Le Marginal à 1 042 000, c'est ensuite le film qui est à la 3e place du podium cinéma, en tout cas pour cette soirée sur C8. Et après, eh bien, il faut aller chercher Backdraft sur Arte avec ses 476 000 téléspectateurs, Deepwater 435 000 et Transformers 2 414 000. C'est quand même mieux que Les Trois Frères, le retour sur TFX. Du coup, on peut vous donner aussi les scores du début de semaine, comme on enregistre un mercredi soir, avec Les Randonneuses encore à 4,4 millions. Donc carton, et alors vraiment Bardot qui s'effondre encore un peu plus à tout pile 2 millions. Et talonné, presque doublé par No Country for All Men, c'est la grosse surprise, qui fait 1,9 million sur France 3. Pour ce western, alors on sait que France 3 ils aiment bien les westerns à Noël, mais c'est vrai que c'est un excellent score. 800 000, c'est correct pour Valérian et la Société des 1000 planètes sur TMC, mais pour vous donner un ordre d'idée, TMC et W9 ils aiment bien flirter avec le million le lundi soir, et c'est pas le cas. Et alors pour le coup, arrête-moi si tu peux, seulement 500 000. Donc je pense que il est souvent diffusé, faut dire. Il est souvent diffusé, et je pense que pour côté blockbuster de qualité, le dimanche soir, le lundi soir sur W9. D'habitude, vous voyez, si Sister Act c'est plus populaire, là ils ont tenté autre chose, je pense qu'on risque de plus trop avoir ce genre de choses. Et puis enfin, mardi soir, on peut noter le succès de Tandem, toujours au-delà des 4 millions de téléspectateurs. C'est vraiment énorme pour ce programme. Koh-Lanta, 3,5 millions. Et Fast and Furious 8, tenez-vous bien, ce n'est pas le groupe TF1 qui a les droits, c'est C8 qui a racheté. TF1 a les autres films. Fast and Furious 8, c'est 733 000, ce qui place C8 à la 6e place des audiences de ce mardi. Et pour tes news, mon cher David, on passe directement sur TF1 qui compte faire revivre une de ses séries emblématiques, mais d'une autre chaîne. Ouais, alors c'est la grosse surprise, l'info est sortie il y a quelques jours, c'est que TF1 serait prêt via son groupe Newen, qui est un groupe de production de TF1, mais qui produit des programmes sur d'autres chaînes. C'était le producteur de Plus belle la vie, et Plus belle la vie pourrait venir sur TF1. C'est assez incroyable. Alors en fait, il y a un collectif de 300 personnes qui s'est créé en mai 2022 à l'annonce de la fin de Plus belle la vie pour essayer de sauver les emplois. C'était 1200 emplois, Plus belle la vie, pendant 18 ans. Rappelons que la série a été créée en 2004, je vais y arriver, et il se trouve donc que cette marque pourrait revenir sur les antennes du groupe TF1. C'est vraiment très surprenant, mais pas tant que ça, puisque Newen produit la filiale. Alors, on sait que les feuilletons, alors autant Ici tout commence à 18h30 cartonne, autant Demain nous appartient peut parfois avoir plus de difficultés. Il faut dire que pour l'instant TF1 n'a rien confirmé, ce sont des rumeurs, ce sont des bruits de couloir, mais la news semble être quand même un petit peu dans les tuyaux. On ne sait pas si ce serait pour TF1, pour TMC ou TFX, les petites sœurs de TF1, mais en l'occurrence une telle marque ça pourrait arriver sur TF1. Alors à quel moment? Évidemment pas au moment habituel, puisque c'était diffusé pendant le JT, à l'heure où TF1 est en JT, mais peut-être à la place de Demain nous appartient, qui pourrait remonter un peu plus tôt sur la chaîne, ou alors en fin d'après-midi à 17h30, ou alors en access prime time sur TFX, ou en deuxième partie de soirée sur TF1. Rodolphe Belmer, le nouveau patron de TF1, il a donné une consigne claire à ses équipes: tentons des nouvelles choses. Il veut tenter des nouvelles choses en prime sur TMC et TFX, et en deuxième partie de soirée sur TF1. Il faut dire que TF1 en deuxième partie de soirée, jusqu'à il y a une dizaine d'années, il y avait plein de trucs différents. Et là, à part le mardi soir où il y a La Famille en or avec Camille Combal, tous les soirs c'est New York Unité Spéciale, Esprit criminel, ou Vendredi tout est permis le vendredi, mais rien de nouveau. Donc peut-être que ça pourrait, pourquoi pas, arriver sur un de ces créneaux-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques acteurs qui sont en contrat avec TF1, qui avaient dit nous on reviendra jamais dans Plus belle la vie, et visiblement là ils se sont dit si c'est sur TF1, pourquoi pas. Ils ont un petit peu changé d'avis, donc du coup voilà. Affaire à suivre, mais en tout cas, ça ferait grand bruit si c'était le cas. Complètement. On va continuer entre finalement les accords entre les chaînes privées et les chaînes publiques, puisqu'on a la suite des tensions entre ce fameux groupe de chaînes privées qui a été porté plainte à l'Arcom pour des problèmes avec France Télévisions. Oui, comme on dit par chez nous, ça va bien mal. Entre TF1, Canal+, M6 et le groupe Altis, donc BFM TV, RMC, etc. Et c'est notamment l'ACP. On n'en a jamais parlé encore sur Critifix, c'est l'association des chaînes privées. C'est-à-dire qu'elles sont réunies en association et qu'elles ont élu en avril 2023 Rodolphe Belmer, président de TF1, président de l'ACP. Dis donc. Et effectivement, ces chaînes-là, elles reprochent, je crois, à France 2 d'être trop généralistes, de faire trop la même chose qu'eux. Et ils disent qu'effectivement,
les éléments chiffrés en particulier sur la programmation généraliste et peu différenciante de France 2. Elle voudrait que les chaînes publiques aient des obligations de la même manière que les chaînes privées. On en a parlé un petit peu ces dernières fois et c'est vrai que la réglementation elle est un peu plus souple pour les chaînes publiques. TF1, M6 et Canal+, et Altice donc, d'après le journal Le Figaro, persistent et signent. Ils disent qu'ils dénoncent des avantages compétitifs pour France 2 et ils voudraient des obligations de diffusion par chaîne, comme le concurrent privé, on l'a dit, TF1 qui est obligé de diffuser des spectacles vivants. TF1, il ferait mieux de pas trop se la ramener parce qu'on rappelle qu'ils les diffusent quand même à 3h du matin, par exemple, leurs spectacles. En tout cas, l'ACP dit qu'elle soutient sans ambiguïté le rôle de service public de la télévision et son niveau de financement actuel, donc c'est très bien, mais qu'il faut des règles très claires. Et du côté de France Télévisions, Delphine Ernotte, la patronne, elle n'a pas tardé à réagir, elle a dit « Nous prenons acte de leur souhait d'avoir un service public fort et bien financé ». Donc c'est une manière de dire « Écoutez, vous voyez ce que je veux dire, très bien, on veut que vous voulez qu'on ait de l'argent, on en aura ». Mais en tout cas, la guerre continue, la guerre s'accentue, comme l'a dit ce soir à l'heure on enregistre Anaël, dont on parle souvent sur Twitter. Cette histoire-là, ça va finir par un combat debout dans Fort Boyard, et ça pourrait bien être le cas. Mais en l'occurrence, France 2 dit, vous n'allez quand même pas nous reprocher de faire de l'audience et que nos contenus marchent. Et du côté de TF1, M6 et Altice, Canal+ et Altice, on dit oui, mais ça devrait être plus cinéma réessai, on va dire plus séries documentaires, plus de choses un peu plus pointues, surtout plus de choses qui feraient moins d'audience, puisque les chaînes privées, elles accusent de concurrence déloyale. Pour moi, c'est comme un peu fort de café cette histoire, je sais pas ce que t'en penses. Complètement d'ailleurs, c'est ce que disait TF1 de Plus belle la vie à l'époque, que c'était de la concurrence déloyale, parce que ça passait pendant le JT. Et donc là, finalement, ils seraient quand même bien contents d'avoir une marque forte dans leur rang. Donc oui, je trouve ça un peu fort de café, surtout qu'encore une fois, ça aurait jamais été TF1 qui t'aurait passé Get Out en prime time un dimanche soir, ça aurait pas été eux non plus qui auraient passé La Daronne. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi mettre les points sur les i et dire bon les gars, si vous faites pas d'audience, c'est peut-être tout simplement un peu de votre faute, parce que vous n'avez pas réussi à mettre l'argent là où il faut et peut-être recréer des marques fortes qui auraient pu fonctionner il y a des années. Et en plus, ces chaînes-là, elles accusent France Télé d'avoir falsifié des chiffres. Et Delphine Ernotte, elle dit c'est une analyse caricaturale et grossière. Oui, en plus ça va loin. Ouais, donc ça va assez loin. C'est vrai qu'au moment de Salto, on disait oh, le monde est beau, tout le monde salit. Là, Salto est mort. TF1 M6 ne salit plus, mais quand même avec cette ACP, c'est vrai que on peut être un petit peu surpris, mais là c'est vraiment tout le monde contre France Télé pour le coup. Mais c'est quand même bizarre parce que tu me dis en fait donc l'ACP qui relie beaucoup de chaînes privées. C'est vrai que finalement ça m'étonne de voir Canal+ dans le lot. Canal+ qui est un petit peu le côté indépendant. Finalement ils ont quand même fait de très bonnes audiences récemment. On en a parlé. Ils ont dépassé le million sur certains événements sportifs. Donc je pense que Canal+, comme tu dis, vu que c'est quand même le patron de TF1 qui se retrouve président de cette association, c'est quand même bizarre que c'est à ce moment-là qu'elle décide de porter plainte. Alors Canal+, ils sont là surtout au nom de leur chaîne C8 et C-Star, qui sont de la TNT, les chaînes de la TNT. Pas vraiment pour la chaîne premium Canal payante qui n'a trop rien à voir là-dedans. En tout cas, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler parce qu'il y a encore un nouvel article qui est sorti il y a quelques minutes visiblement où on apprend la réponse de Delphine Ernotte à la réponse à l'attaque, etc. C'est marrant que ce soit une attaque sur Twitter, de Twitter à Twitter, et en même temps dans des articles de presse qui sortent tous les jours. C'est quand même fou. On passe du côté des chaînes privées, cette fois-ci on n'est plus sur la TNT, puisque tu vas nous parler de l'arrivée de Canal+ Box Office, on en avait déjà parlé. Ouais, alors c'est une nouvelle chaîne dans le groupe Canal pour les personnes qui sont abonnées à l'offre basique de Canal. Alors faut rappeler que moi, il y a quelques années, quand j'étais enfant et que mes parents se sont abonnés, les plus anciens s'en rappelleront, il y avait Canal+, Canal+ bleu, Canal+ jaune, Canal+ vert. C'est vrai. Ça s'arrêtait là. Canal+ vert, c'était le sport. Canal+ jaune, je crois que c'était le côté décalé, etc. Ah oui, et le décalé, bleu, le cinéma. Et on avait le Sésame Canal+, c'était la chaîne numéro 1 de CanalSat, où on voyait les 4 chaînes en même temps. Et alors moi, ça me faisait rêver. Et alors après CanalSat, ils ont lancé Mosaïque, où on voyait 30 chaînes en même temps à la télé. D'ailleurs, Canal qui propose actuellement, parce que ça a fait un peu parler, parce qu'il y a je crois que je sais plus si c'est Free ou SFR, qui propose un multi-écran pour pouvoir voir plusieurs chaînes en même temps. Et tout le monde a fait « Waouh, c'est génial !» Et Canal, ils ont dit « Non, mais nous, on le fait depuis 2017. » Je sais pas si tu l'as déjà testé sur MyCanal, mais tu peux avoir plusieurs programmes en même temps, ce qui peut permettre de suivre 2 matchs de foot ou évidemment 2 films en même temps, ça n'a pas trop d'intérêt. Toujours est-il qu'à l'époque, il n'y avait que 4 chaînes, et puis encore récemment, donc Canal+ vert est devenu Canal+ sport, jaune décalé, bleu cinéma, et ça s'arrêtait là. Et là, on a vu naître plein de nouvelles chaînes, Canal+
Kids pour les enfants, Canal+ Docs, chaîne documentaire, Canal+ Décalé est devenu Canal+ Sport 360, il y a eu Canal+ Foot, il y a eu Canal+ Grand Écran, et bien là, on vous annonce l'arrivée de Canal+ Box Office, la nouvelle chaîne cinéma, ce qui fait qu'il y aura quand même 4 chaînes cinéma dans l'offre de base Canal. C'est vrai que du coup on peut se dire, et quid de Ciné+, parce que Ciné+, ça appartient à Canal, il y en a aussi beaucoup, et là, une nouvelle chaîne va arriver. Tout le monde la voyait arriver le 14 juin, parce que le 14 juin, alors pour le coup 6 mois jour pour jour après le 14 décembre, c'est le 14 juin, c'est mon anniversaire, tout le monde s'en fout, mais c'est surtout la sortie d'Avatar 2, qui pourra être diffusé en avant-première, non, mais 6 mois, jour pour jour après sa sortie. Des fois, Canal, ça dépasse un peu. Là, ça dépasse pas du tout pour Avatar 2, vous aurez remarqué ça. Mais en tout cas, Maxime Saada, le président du directoire de Canal, a déclaré que la chaîne n'arriverait pas le 14 juin dans un entretien au Film Français, mais qu'elle arriverait le 30 août. C'est vrai qu'en général, les chaînes du groupe Canal sont lancées plutôt en fin d'été, à la rentrée. Ça avait été le cas de Canal+ Foot et Canal+ Sport 360 cet automne. Et effectivement, Maxime Saada dit que ce nouveau flux linéaire sera un nouvel outil de valorisation du cinéma, dont l'objectif sera de mettre en avant les films les plus puissants de l'offre, à savoir ceux des studios américains en particulier. Donc, ces 9 chaînes, on va passer à 10. Et Maxime Saada dit « Nous n'avons jamais eu autant de chaînes qui rencontrent un vrai succès, à l'image de Canal+ Grand Écran, lancé il y a 1 an. » Et c'est vrai que c'est un gros carton, Canal+ Grand Écran. Et donc, il y aura très clairement Canal+, ça reste la chaîne premium qui passe un peu de tout. On oublie le sport, le doc, les kids, point de vue cinéma. Il y aura Canal+ Cinéma qui va rester en place, qui va diffuser plutôt du cinéma à réessai. Canal+ Box Office, la nouvelle chaîne qui va diffuser donc les grands succès du box office, particulièrement le cinéma américain. Et Canal+ Grand Écran qui va passer les grands classiques du cinéma. Mais grand classique, ça veut dire aussi, là en ce moment actuellement, il y a le dernier Jurassic Park par exemple, le Jurassic World. C'est-à-dire quand ils quittent quand les films vont quitter la plateforme Canal+, souvent ils allaient sur Ciné+, c'est même le chemin classique, et là quelques-uns vont rester sur Canal Grand Écran. Donc pour voir des grands classiques du cinéma, mais pas forcément des très vieux films, Canal Grand Écran, Arrêt c'est Canal Cinéma, et Canal+ Box Office sera donc consacré au gros succès américain, et cet accord intervient au moment où Canal+ a signé donc un accord avec Disney, notamment pour la diffusion des films Marvel et des films Disney donc en exclusivité sur les chaînes Canal+. Ça veut dire que ils vont y aller à grand renfort de tous les nouveaux Marvel, les nouveaux films de la Fox vont arriver sur cette chaîne. Et Maxime Saada, il en profite pour dire que l'offre RA+, l'offre qui regroupe aussi les plateformes pour Canal, est un vrai succès puisqu'il y a eu 100 000 abonnements sur la dernière offre et que 88% des moins de 26 ans disent qu'ils sont venus pour le cinéma, 80% pour les séries et seulement 48% pour le sport. Donc il dit c'est faux de dire que les jeunes ne s'intéressent pas au cinéma, ils prennent RA+ pour le cinéma et du coup on va leur offrir encore plus de cinéma. Un nouvel accord a d'ailleurs été signé entre Canal+ et le cinéma français pour un montant cette fois-ci supérieur à 1 milliard d'euros. Oh la vache. Parce que sur 5 ans, puisque c'est les obligations de Canal et celles d'OCS qui sont remplies. Donc Canal va financer le cinéma français à hauteur d'1 milliard d'euros sur 5 ans, 200 millions d'euros par an. C'est absolument énorme. C'est quasiment unique dans le monde. Et Canal+ devient vraiment le premier, enfin c'était déjà le premier, mais là, plus que jamais, le premier partenaire du cinéma. Et moi, j'ai vraiment hâte d'avoir cette nouvelle chaîne, parce que Canal+ Grand Écran, je trouve ça vraiment déjà super. J'ai pas beaucoup le temps de la regarder, mais je trouve ça super. Et là, je me dis vraiment, ça va permettre, en linéaire, on va savoir où aller, quoi. Sur Canal, on aura un peu de tout. Sur Canal Grand Écran, on sait qu'on trouvera plutôt des films classiques. Et puis là, sur Box Office, si on veut de la réessai, on va sur Cinéma. Là, sur Cinéma, il y a un peu de tout. C'est un peu mélangé sur Canal Cinéma. Là, on aura une chaîne dédiée à la réessai à la réessai. Et aux films d'auteur. Ils ne seront pas tous classés AFKE, attention. Mais ça me paraît quand même une bonne nouvelle. Complètement. Et du coup, on va finir en restant sur les blockbusters. Et j'espère que tu vas parler de cette fameuse... J'ai passé une soirée il y a quelques jours à rigoler vraiment très fort. Donc j'espère que tu vas nous parler de ça. Tu vas nous parler des soirées folles des blockbusters sur MCM. Alors, j'avais fait une petite série où je parlais des chaînes de télé. On avait parlé de Polar+, on avait parlé de Paris Première, on avait parlé de... Qu'est-ce qu'on avait parlé déjà à part ça ? RTL9. RTL9, évidemment. RTL9 qui change d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, qui change complètement, qui a une refonte de son logo, ainsi que de certains de ses programmes, et qui va remettre en avant encore plus de cinéma. Et j'avais envie de vous en parler dans une prochaine émission, donc c'est formidable. Voilà. MCM, de base, elle existe depuis 1989.
et c'était la chaîne musicale de TMC. Tout à fait. C'est ça qui est assez fou, c'est que TMC aujourd'hui ça appartient à TF1, mais à l'époque c'était Télé Monte Carlo, Oui. et MCM c'était Monte Carlo Musique. Ah d'accord. Et c'était une chaîne qui ne diffusait que des clips. Et en 1992, donc elle est lancée, et elle va devenir vraiment une chaîne... 92 ou 89? En 89, elle est lancée en tant que programme musical, on va dire, D'accord. de TMC, mais elle va devenir vraiment une chaîne de Canal Satellite en 92, Ok. où elle ne va faire que diffuser des clips. Et il se trouve qu'en 2000, quand le CSA va dire qu'en 2005 on va créer la TNT, MCM va se proposer pour devenir une chaîne gratuite. Ah ouais. Et ce qui est fou, c'est que ça a marché et qu'on ne le sait pas. Et MCM a été retenu par le cinéma comme étant la chaîne musicale Par le de la CSA. TNT gratuite, oui, par le CSA à Mm. l'époque. Elle a été retenue comme chaîne gratuite de musique pour la télé. Et à la dernière minute, le groupe Lagardère, qui était le groupe à qui appartenait la chaîne MCM, a décidé à la dernière minute qu'au lieu de mettre sa marque MCM en gratuite, ils allaient créer une chaîne qu'ils ont appelée Europe 2 TV, puis Virgin 17, et ils ont décidé de laisser MCM vivre Ok. sa vie sur CanalSat. Ok. Mais de base, c'était censé devenir C'est ça. marrant ça. Ouais, c'est vraiment marrant. Et donc, la chaîne MCM a revendu Virgin 17 en 2010 à Bolloré. C'est devenu Direct Star, c'est devenu D17. Et aujourd'hui, c'est Star, donc la chaîne 17 de la TNT. Et oui, il s'en est passé des choses. On pourrait parler de l'historique Ouais. de toutes les chaînes, Ouais, d'NT1. c'est clair. et Mais de c'est vrai tous que ces tu m'en films. avais parlé une Ouais. fois et pourquoi pas cet été, Un de ces ça pourrait quatre, être une ouais. idée. Pourquoi voilà. pas. Et donc MCM a eu des petites sœurs, MCM Top, MCM Pop, pour ceux qui s'en rappellent, et elle est devenue une chaîne plus uniquement musicale, plus uniquement de clips, et c'est devenu une chaîne qui a diffusé aussi des séries télé et des émissions. Beaucoup de Et pop moi, culture, c'est une chaîne que quand j'étais ado, j'aimais beaucoup parce que c'était la chaîne un peu dans le vent, à la mode, c'était un peu le MTV français, MCM. Et en 2019, elle a été rachetée par M6, qui a racheté toutes les chaînes du groupe Lagardère, c'est-à-dire Canal J, TJ, MCM, MCM Top et RFM TV. Elle est donc depuis 2006 dans le groupe M6 et c'est une chaîne de CanalSat. D'ailleurs, on avait eu une grande frayeur l'année dernière, elle devait quitter CanalSat Oui, c'est le 30 vrai. juin, comme les chaînes du groupe Warner qui elles sont bien parties, mais Ouais. là, M6 avait réussi à renégocier une offre et donc MCM est aujourd'hui toujours dans le groupe Canal. C'est une chaîne qui propose des clips, notamment La Zone, c'est des clips uniquement urbains, qui propose des épisodes d'animés, notamment Pokémon. C'est Ouais. la chaîne avec Canal J qui diffuse les derniers épisodes de Pokémon et aussi des épisodes plus anciens. Des séries comme Once Upon a Time, donc des séries du groupe M6 évidemment. Et donc, ils ont décidé de lancer il y a quelque temps une case blockbuster à part le lundi soir. Et oui, c'est bien ce à quoi tu penses. J'ai quelques noms des blockbusters diffusés en début d'année. Je peux en dire un, je peux en dire un. Vas-y. J'ai vu la dernière fois, je me suis calé devant la télé et c'est vrai que maintenant j'ai le linéaire Ouais. avec le groupe Canal et j'ai vu un film, ça m'a intrigué et ça s'appelait Atlantic Rim 2. Et Atlantic Rim 2, bah c'est Pacific Rim, c'est le même scénario, mais sauf qu'ils ont eu à peu près 100 fois moins de budget. Et c'est très drôle. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait, David, parce que figure-toi que lundi dernier, on a enregistré Critflix. Et après avoir enregistré Critflix, je suis rentré chez moi. Je me suis mis devant la télé, j'ai lancé MCM et j'ai regardé un film qui s'appelle Atlantic Rim 2. Et je me suis dit, et je vous promets qu'on le découvre en même temps que vous. Oui, vraiment, Et je me on savait suis dit, pas. qu'est-ce que c'est dommage que je sois pas avec David devant, parce que qu'est-ce qu'on se marrerait. Et bah je dis exactement la même chose à Océane. Quand j'ai regardé la série, j'ai dit mais ça a l'air si drôle. Elle me regardait d'un air ébahi, genre mais qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Ouais. Il pourrait regarder une centaine de mon programme parce qu'il a toutes les chaînes Canal. Et, et je suis resté presque une demi-heure sur Atlantic Rim 2 à regarder cette immondice. Et alors, en fait, voilà, ils ont lancé ça avec les Sharknado. Ah, Et les puis, fameux tout ce qui va autour. Ouais. J'ai le nom de 6 films diffusés là en début d'année sur MCM. Ice Shark, Swamp Shark, Malibu Shark Attack, Oh mon dieu. Sharknado 3, Summer Shark Attack et Zombie Shark. Zombie Shark Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais alors, de base, c'est vrai qu'il s'était dit, le lundi soir, on va faire une case un peu rigolote. Bah oui. Avec ces faux nanars, parce qu'en fait, c'est des films qui sont faits aussi un peu pour faire Ah, rire bien les sûr. gens avec leurs effets spéciaux loupés. Et il se trouve que ça a été un carton Mais d'audience. Mais c'est un carton, ça cartonne, parce que les gens se font des soirées entre potes. Mais bien sûr. Là-devant, ils se disent, allez, à mon avis, avec modération, une ou deux petites bières, un petit paquet de Pringles, avec modération aussi, parce que c'est pas bon pour la santé. Et on va se marrer. Et en fait, le truc, c'est que ça cartonne. Bah oui. Et aujourd'hui, MCM diffuse ça
plusieurs fois par semaine. C'est jusqu'à 4 à 5 prime time. Mais non. Alors vous avez C'est notamment, il y a peu de temps, Force 12, le dernier cyclone. Alors ça fait rêver évidemment, hein, ce genre de film. Alors Atlantic Rim 2, c'est marrant que t'en parles parce que quand je suis tombé devant, je me suis dit, c'est super mal fait, mais il y a quand même un peu d'idées. Mais il y a une scène qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'il y a un moment, il est dans le kaiju, le mec, pour aller combattre... Enfin, c'est des espèces de... Ça m'a fait penser à la série Medabots, je sais pas si t'avais connu ça. Mais c'est pas des robots comme dans Pacific Rim, c'est des robots tout nuls. Et il y a un moment, il y a un tremblement de terre, et en fait, le gars, il bouge la caméra. C'est-à-dire qu'au lieu de faire trembler le sol, comme ils n'avaient pas les moyens, ils ont fait trembler la caméra. Et je me suis dit, oh la vache quand même. Et il se trouve que c'est le genre de film que je ne peux pas regarder avec ma chère et tendre qui me dit mais ça me met mal à l'aise, mais je ne peux pas voir ça, je suis mal devant. Et alors l'autre jour, j'ai regardé Poséidon Rex. Oh là. Alors là, avec un espèce de monstre sous-marin, bah voyez, un tyrannosaure sous-marin. Il y a eu Mammoth. Alors c'est pas Mammouth, mais c'est Mammoth. Je vous assure que c'est vrai. Et alors, je pense que 2 de mes préférés que j'ai pu voir récemment, alors c'est dommage parce qu'il y avait Atlantic Rim 2 dont je voulais te parler. Alors, du coup, t'es pas surpris, mais je suis complètement fou de me dire que tu l'as connu. Et surtout, dites-vous que c'est le 2. Donc, il y a eu un 1. Il y a eu un 1. Alors, parmi mes préférés, il y a quand même Transmorphers. Donc, c'est Transformers, mais Transmorphers. Et je vous assure d'une chose, c'est que quand vous le voyez écrit, votre cerveau vous rend dyslexique. Vous avez tellement lu plein de fois Transformers que inverser le F et le M, ça marche. Alors, il y a eu aussi Fire Twister, évidemment. Voilà, ça fait rêver. Bah, tu m'étonnes. Et alors, mes 2 préférés, ça reste quand même Avengers Grimm. Ah bah j'étais en train à l'instant, et je vous jure que c'est vrai, hein, ce podcast on essaie de pas le monter plus que ça pour que j'ai pas trop de montage, j'étais en train de lancer Prime Video parce que ça m'a fait penser à ce film et je ne retrouvais pas le titre, je savais que ça commençait par Avengers. Oui, Avengers Grimm est disponible sur Prime Video si vous voulez le regarder, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors Avengers Grimm et Tomb Invader. Et Tomb Invader, c'est Tomb Raider version Wish. Alors David, les gens vont pas le voir, mais je te montre quand même l'affiche de Poséidon Rex. Oh que tu vois quand même à quoi ça ressemble. Vache. Et du coup, je voulais vous en parler ce soir parce qu'encore une fois, ça cartonne. Mais les gens aiment ça. C'est assez fou. Et j'avoue que moi, le premier, bah voilà, Tomb Invader est là aussi. Et ben voilà. Moi, le premier, quand je suis tombé la dessus... meuf est habillée exactement pareil que Tomb Raider, oui, quoi. C'est vraiment de la copie Wish. Et Avenger Grimm, si vous regardez la typographie, c'est la même qu'Infinity War. Oui. Donc vraiment, vous pouvez y croire. Sauf que ça reprend les contes de Grimm en fait. C'est une team de super-héros mais tirés des contes de Grimm si je me trompe pas. Et donc ça marche, ça cartonne. Et du coup, si vous le permettez, je vais vous proposer le programme de la semaine sur MCM. Tout de suite, c'est une avant-première du programme télé. Mercredi 24 mai, à l'heure où on enregistre, les gens sont devant Edge of Extinction, qui est une sorte de Edge of Ultron, mais point de vue médiéval, suivi de Malibu Shark Attack en deuxième partie de soirée. Demain soir, c'est la suite de Sharktopus. Sharktopus versus Pteracuda. C'est demain soir, jeudi 25 mai. Si vous n'êtes pas devant, je comprends pas. Hein. Et samedi, ils se sont dit, on va permettre aux gens de rattraper. Ils repassent Sharktopus, samedi en prime, mais en deuxième partie de soirée, Miami Magma. Parce que c'est bien connu, il y a plein de volcans à Miami. Bah oui, bien sûr. Lundi soir, l'attaque des Donuts tueurs. Oh mon dieu. Suivi par Sharktopus versus Pteracuda. Au cas où vous ne l'auriez pas manqué. Au cas où vous l'auriez manqué. Donc vous aviez mercredi, jeudi, samedi, lundi. Donc ça fait quand même 4 prime time sur 7. Hein. Vendredi soir, vous avez Face Off, cette émission de télé-réalité américaine. Le dimanche, c'est Once Upon a Time, la série d'M6. Et mardi, la chouette série Modern Family, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Oui. Mais en attendant, il y a de sacrés trucs. Donc je voulais vous en parler parce que ça me fait marrer, parce que c'est nul, mais c'est des faux nanars. Et que vraiment, je me suis dit, c'est typiquement le truc à voir entre potes. Et je n'en reviens pas que tu avais vu Atlantic Rim 2. Et c'est quand même fou que j'ai décidé pour la toute première fois de lancer MCM le jour où tu t'es calé devant Atlantic Rim 2. Donc n'oubliez pas, demain, jeudi, Sharktopus versus Pteracuda. Je pense que ça va faire rêver dans les chaumières. Ouais. Et voilà, donc c'est volontairement mauvais, mais ça marche. Et ça me fait mourir de rire. C'est une chaîne du groupe M6 qui a acheté les droits de ça, à mon avis, à peu près le prix d'un paquet de popcorn au cinéma. Et ça doit leur... Parce qu'il y a des coupures pub, hein. MCM, MCM, je sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé dans mon top audience des chaînes de Canal. Ça marche plutôt bien, parce que les jeunes aiment bien se poser devant des clips de rap, machin, les épisodes Pokémon, Modern Family, et le soir, c'est des barres de rire.
Voilà, c'était ma presque dernière news télé. Je sais pas si tu veux me lancer sur la Bien sûr suivante, que si, mais- tu voulais nous faire un petit mot sur le foot féminin, on en vous Ouais, en avait parlé voilà. la semaine On dernière. vous a parlé la semaine dernière, alors il n'y a toujours pas de chaînes télé qui ont récupéré C'est les droits dingue. du foot, mais on a les chiffres maintenant. On sait que la FIFA demande. Alors, c'est les chiffres, c'est officieux. Donc, je vais utiliser le conditionnel, mais c'est quand même plutôt sourcé. La FIFA demanderait 10 millions d'euros pour la diffusion en France des matchs. Et actuellement, les chaînes qui ont candidaté, donc TF1, M6, le groupe France Télé, plus ou moins intéressés, ont proposé toutes entre 2 et 4 millions. Donc on a les chiffres, voilà. La semaine dernière, on vous disait on ne connaît pas les chiffres. Là, les chiffres, on ne sait pas officiellement quelle chaîne a proposé quoi, mais on peut vous dire que c'est dans cet ordre-là. Les chaînes proposent entre 2 et 4 millions. Et la FIFA attend 10 millions. Et il y a une levée de bouclier, ça continue de beaucoup râler contre les chaînes de télé. Pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé d'issue à cette histoire. On vous en parlera prochainement, mais ça me paraissait intéressant. Alors, de vous dire ça. oui, pour en dire deux mots, alors bizarrement, sans prendre la défense de la FIFA, je trouve que 4 millions, ça met pas en valeur quand même le football féminin. Ouais. Quoi. Je trouve que même par rapport aux horaires de diffusion qui seront un peu compliqués, On l'a dit, voilà. je trouve que ça fait peu. Il y a énormément de programmes qui coûtent bien plus cher que ça à diffuser sur d'autres parties de la journée. Il y a des émissions de certains groupes privés qui coûtent bien plus cher à produire. Donc je trouve que quand même, enfin voilà, au final, on vous parlait la semaine dernière de la FIFA et on était un peu en colère contre eux. Et puis finalement, maintenant qu'on en apprend plus, vous voyez comme une news peut en retourner une autre parce que là, on se demande si c'est pas les chaînes de télé qui sont un petit peu. Il faudrait que ça arrive à se trouver un accord entre C'est 6 ça. et 8. Ouais, Quoi. c'est Je ça, pense ça que serait c'est bien, peut-être ouais. ce qui arrivera. Mhm. Mais c'est vrai que les chaînes disent, de toute façon, par contre, pour un peu prendre leur défense, à 4 millions, même à 2 millions, je pense qu'ils y perdent de l'argent. Ouais. Ils vont pas engranger assez de frais publicitaires Eh la ouais. nuit, Oui, c'est vrai que c'est du la 20 nuit, juillet au 20 août, la nuit et le matin, du 20 juillet au 20 août. Par contre, je trouve scandaleux que, effectivement, ce ne soit pas diffusé pour l'instant. Et les négociations continuent. Pour le rugby, la Coupe du Monde, on sait que c'est TF1. On sait d'ailleurs que Isabelle Iturburu va rejoindre Ouais. le groupe TF1. On vous fera une émission peut-être spéciale Mercato Télé parce qu'il se passe énormément de choses Mm. et ça bouge tous les jours. Mais Philippe vrai Vandel que- qui nous rejoint dans l'émission d'ailleurs à partir du mois de Si septembre. seulement. Mais ouais, ça s'annonce chaud, mais on vous tiendra au courant bien sûr. Et bah écoute, on va finir cette émission avec le programme comme toutes les semaines. Est-ce qu'on se cache le dimanche? Bah, on va pas se cacher le dimanche Bah vu qu'on a... On s'est fait spoiler, on va vous le dire. Comme on vous a spoilé les Gardiens de la Galaxie, on s'est nous-mêmes spoilé le programme. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup, on joue carte sur table avec vous. Je suis au courant du dimanche sur TF1. David est au courant du dimanche sur France 2. Donc voilà. voilà. C'est parti, samedi 27 mai, on va commencer par France 2 qui va diffuser en prime time la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. Donc c'est vrai que c'est un prime time un samedi soir, donc extrêmement exposé. Attention, vous n'aurez pas élémentaire après la cérémonie de Non, clôture. non. Hein. Après la cérémonie de clôture, vous aurez Cannes chante le cinéma. Ah, chouette. Donc c'est un concert avec Louane, Nicolas Sirkis, Alice Taglioni, Christine and the Queen, Guillaume Gallienne, etc., etc. Et ce sera face à la demi-finale de The Voice sur TF1. Les audiences vont être assez intéressantes à scruter. C'est possible. Évidemment, on vous en parlera la semaine prochaine avec plaisir, parce que je pense que c'est quelque chose qui va faire pas mal de bruit. Sur les autres chaînes, malheureusement, ou pas, mais bon, c'est samedi, très peu de cinéma. forcément. Il faut aller voir Canal Plus Cinéma pour retrouver Sans Filtre, par exemple. Et n'oubliez pas quand même que vous avez le droit sur notre cher MCM à Sharktopus. Et ça, franchement... Ça tourne un peu en boucle quand même. Hein. Mais je vous l'ai déjà dit voilà, tout à c'est l'heure, ça. hein, Sharktopus, c'était annoncé. Allez, on passe au duel du dimanche soir qu'on vous livre tout de suite. Bien du sûr. coup, avec, c'est vrai, cette interrogation qui va gagner entre Black Widow sur TF1 et Mystère à Saint-Tropez sur France 2. Ah, C'est ouais. le grand écart. Black Widow, sorti en 2021. Première diffusion à la télé, inédit, un succès en salle mitigé, un succès critique mitigé. Mais pas besoin d'avoir vu le reste. Pas besoin d'avoir vu le reste, même si ça se passe après Civil War. C'est ça qui est un peu bizarre. Ouais, il y a C'est quelques qu'il y a, scènes. il y a en quand fait. même des refs Ouais. à Civil War, Mm. avec notamment la franco-russe Olga Kurylenko, je vais arriver à dire son nom, dans le rôle de Taskmaster, un Taskmaster du coup très différent du Taskmaster des comics. Mais très intéressant, moi j'ai trouvé. Mais intéressant, effectivement. Moi, Black Widow, c'est vraiment aussitôt vu, aussitôt oublié Oui, pour bien moi. sûr. Alors du coup, la question que je me pose, on est le dimanche de Pentecôte, le lendemain est férié pour Oui. beaucoup de gens. Oui. Est-ce que TF1 s'est dit, allez, on met un nouveau Marvel ce soir-là, mais on est aussi au début de l'été, et enfin fin de printemps, et là on commence à voir. Si on additionne les scores en soirée, Ouais. que les beaux jours enlèvent un tout petit peu de gens. Ouais. Moi, j'adore le programme télé de juin, juillet, août, parce que les chaînes télé, ils osent des trucs.
je dirais pas, mais allez, ils rebalancent la 7ème compagnie TF1. Ils passent des films, je me rappelle notamment du film sur Marseille avec Cadmerade et Patrick Bosso que TF1 avait passé en n'y croyant pas du tout et qui avait cartonné finalement l'été. Alors Black Widow, je sais pas quelle est ton expertise. Est-ce que c'est vraiment, allez, on met un gros truc, c'est la Pentecôte, ou est-ce que c'est, ouais, c'est l'été, ce Marvel, on s'en débarrasse à ce moment-là. Je sais pas du tout quoi en penser. Je sais pas du tout. Je sais pas, moi je mise sur pareil que Hobbs Show, c'est-à-dire qu'on va être dans les 3 millions, c'est-à-dire qu'il va y avoir les intéressés Marvel, il va y avoir les curieux de films d'action. Ceux qui l'auront aimé, qui voudront le revoir, mais ils sont peut-être pas hyper nombreux. C'est ça, donc, mais j'arrive pas à savoir si la chaîne a voulu faire un gros coup ou pas. Toujours est-il qu'en deuxième partie de soirée, vous aurez Hobbs Show, et ça pour le coup, ceux qui l'ont pas vu, c'est plutôt cool, parce que pour ceux qui ont un jour férié le lendemain, ils vont pouvoir en profiter. Mystère à Saint-Tropez sur France 2, c'est sorti à l'été 2021. C'est aussi inédit en clair. C'est réalisé par Nicolas Benamou, c'est avec Christian Clavier et Benoît Poulvorde et Thierry Lhermitte. C'est une sorte de Sherlock Holmes loufoque français. Alors moi, personnellement, j'en attendais énormément. J'étais allé à une convention en 2018 et on nous avait annoncé le retour de Jean-Marie Poiré, réalisateur des Visiteurs, et de Christian Clavier dans une comédie, et du duo Christian Clavier-Thierry Lhermitte, dans une comédie à gros budget. Le film de base devait s'appeler Do You Saint-Tropez, et finalement ils ont trouvé que le titre n'était pas assez vendeur d'après un panel de spectateurs. Ils l'ont renommé Mystère à Saint-Tropez. Et j'avoue que ce film, en fait, je l'ai vu dans de très bonnes conditions parce que c'était le jour des grandes vacances. J'étais tout content d'être en vacances. Et ce qui est drôle, c'est que une semaine après, j'ai vu Black Widow. Donc vraiment, arrive le même dimanche des films qui sont sortis, je crois, allez, si je dis pas de bêtises, autour du 10 juillet 2021 et 17 juillet 2021. Ils sont sortis à une semaine d'écart, ils arrivent en même temps à la télé. Et ben... c'est vrai que c'est rigolo, mais c'est loin des Visiteurs. On n'est pas à se plier en deux de rire. Mais ça va attirer des gens qui vont se dire « Oh, Christian Clavier, oh, Benoît Poulvorde, oh, une comédie, ça se passe dans les années 70. Donc c'est une comédie nostalgique qui sent bon les grandes vacances. Je serais... Ah bah, de toute façon, on s'est complètement planté la semaine dernière, mais je sais pas, j'aurais bien du mal à déterminer un vainqueur. Ouais, vraiment, ça va se talonner, moi j'ai l'impression. Et en deuxième partie de soirée, c'est important sur France 2, la saga Rassam Berry, le cinéma dans les veines, un documentaire sur le cinéma, puisqu'on rappelle que Beau Geste, c'est fini. J'ai été un peu déçu d'apprendre ça, je pensais que ça irait jusqu'à juillet, même si dès le début, Pierre Lescure nous avait dit que c'était un grand crescendo qui allait nous emmener à Cannes. On a hâte de le retrouver, mais quand même, on est heureux de savoir que ce sera... D'ailleurs, il a fini avec un gros... Harrison Ford, et puis une grosse audience, surtout. Oui. Je ne sais plus les chiffres, mais autour de 600 000 téléspectateurs. Donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, je suis désolé, je me suis un peu attardé, mais je le trouve particulièrement intéressant. En plus, une veille de jour férié. En vrai, j'aurais pu espérer un truc comme ça pour Pâques, presque. C'est-à-dire vraiment le blockbuster et le film français qui tous les deux ont marché, mais moins qu'on aurait pu imaginer. Mais il va y avoir un vrai duel, une vraie tension. Quand on vous disait que la Pentecôte, il y a 2 ans, on vous disait que c'était un duel de Pâques en un peu moins bien, cette année c'est un duel de Pâques en beaucoup mieux. Donc comme quoi, ça veut rien dire. Sur les autres chaînes, rapidement, sur Arte, Ludwig ou le crépuscule des dieux, c'est un film de Visconti de 1955 en 2 parties. Donc ça commence à 20h50, ça finit à minuit 50. Vous allez avoir Les Soudoués sur TMC. TMC qui en fait avec un film populaire français va venir concurrencer France 2. On rappelle que TMC appartient à TF1, c'est assez intéressant. Pas de cinéma sur C8, je vois du coup. Pas de cinéma sur C8 puisque ce sera le championnat de top 14. Ils diffusent régulièrement du sport aussi le dimanche soir. Il faudra aller sur Gulli pour voir un film, un raccourci dans le temps. Un film avec Chris Pine de 2018. Je sais que... Il t'avait pas botté plus que moi, ça, je l'ai pas vu parce que à l'époque, je travaillais en collège, je parlais de cinéma avec mes élèves, je leur ai parlé, j'aurais montré la bande-annonce du film. On l'a eu en avant-première dans notre salle. Ils sont tous allés le voir et ils m'ont tous dit c'est nul. Et je me suis dit, si des gamins de 12-13 ans me disent c'est nul, je suis pas sûr que je vais apprécier, donc j'y suis pas allé. Transformers 3 sur Sister avec le 2 juste avant à 18h, comme ils ont fait la semaine dernière. Bah, c'est chouette ça. Ouais, ça c'est vraiment chouette, donc vraiment bravo à eux. On va tout de suite passer à lundi soir, puisque lundi soir vous allez avoir le final des randonneuses sur TF1. On imagine encore un 4-5 millions sans doute. Et un film avec Guillaume Canet que j'avais beaucoup aimé en salle en 2014, La prochaine fois je viserai le cœur, qui raconte l'histoire vraie d'un tueur des années 70 dans l'Oise qui va commettre des crimes et des agressions sexuelles, et c'est un gendarme et c'est une histoire vraie. Et c'est avec Guillaume Canet, c'est réalisé par Cédric Angers et j'avais trouvé ça très bien fait. Canal lance une nouvelle série, Gangs of London, en prime time, en prime time, donc
intéressant. Et un film documentaire vraiment à ne pas manquer, c'est un gros coup de cœur sur France 5, ça s'appelle Le règne des lions de Masai Mara. Et ça raconte la vie des lions dans le sud-ouest du Kenya, filmé sur plus de 30 ans. Waouh. Donc c'est vraiment un travail documentaire titanesque. Et évidemment, vous en doutez, hein, on voit les conséquences du passage de l'homme, on va dire, sur la faune, donc c'est assez triste. J'ai oublié de vous dire que le lundi c'est un lundi férié, Oui, hein, mais il n'y a rien l'après-midi. Ah ouais, bah voilà. Alors parce qu'il n'est plus férié pour tout le monde depuis 2003, le lundi de oui, Pentecôte, c'est vrai. on le sait, et puis aussi parce qu'on approche de l'été et que les gens sont moins devant la télé, c'est aussi pour ça hein, que le foot ne marche pas. Je vais quand même, enfin ne marche pas, ne trouve pas preneur. Je vais y revenir dans quelques instants. On va continuer quand même avec les films du soir. Ariane sur Arte, Baywatch Alerta J'adore. Alibu sur W9, je l'ai jamais vu, qui sera donc en duel, hein, c'est notre duel des blockbusters du lundi soir. Il sera en face du Hobbit et la bataille des 5 armées. Encore une fois, passer le 3 alors qu'ils n'ont pas passé les deux premiers juste avant, c'est quand même particulier. Ouais. Ouais, c'est très C'est particulier. pas France 2 qui avait fait ça il y a quelques temps. Si, au moment des fêtes de fin d'année, Ouais, il y a mais un c'est an ça, ou deux. hein. Mais il faut rappeler que le Hobbit, la trilogie, elle a été diffusée il y a quelques temps sur TFX en début d'année. On en avait parlé. Lucky sur C-Star, c'est un film avec Michael Youn et Alban Ivanov. Et toujours le Palmacho le soir et Killer Elite sur TF1 Série Film et Killer Elite sur la chaîne L'équipe. L'après-midi, je disais donc, il y a simplement Backdraft sur Arte à 13h35 et TF1 en fait n'y va pas avec du cinéma mais il va avec un téléfilm inédit qui avait cartonné aux États-Unis. Donc c'est presque du cinéma, ça s'appelle Célibataire et fabuleuse et c'est avec Terry Hatcher qui en fait est une cinquantenaire un peu déjantée. Elle reprend quasiment son rôle de Desperate Housewives en fait, c'est pour ça que ça a cartonné. D'accord. Et elle retrouve un de ses amours d'adolescent et évidemment c'est une comédie romantique, évidemment ça va bien finir, c'est un téléfilm de Noël sans Noël, mais ça avait cartonné et du coup c'est un peu un entre-deux. Ouais. C'est pas du cinéma l'après-midi mais c'est un truc hyper familial et honnêtement vous allez passer un bon moment devant. France 5, c'est marrant parce qu'ils rediffusent leur fameux truc film documentaire, c'est pas bien de dire truc, film documentaire sur la bouffe en après-midi. Donc vous aurez à midi Ketchup Mayo, la guerre des sauces, ou encore à 16h30, le camembert nous ouvre sa boîte. Donc voilà, et puis Sister qui a l'habitude de nous passer toujours des films en jour férié, bien cette fois-ci ils n'en mettent pas, c'est Bones, c'est Dr. Queen suivi de Bones, et je vais même vous dire quelque chose qui m'attriste beaucoup, c'est que sur C8, il n'y a absolument aucun bêtisier. Mais jour non. férié. Et là, il y a tout qui fout le camp. Bah oui. Donc, sinon, c'est notre dernier jour férié avant le 14 juillet. Donc là, c'est notre dernier cri de flic. Non, qu'est-ce qui se passe ? c'est notre dernier jour férié, avant le 14 juillet. Ah oui. Là, on vous a parlé de plein de jours fériés depuis Pâques. Ça s'enchaîne Pâques 1er mai, 8 mai, Ascension, Pentecôte. Promis, j'arrête de vous embêter jusqu'à cet été. Mardi soir. On a toujours Koh-Lanta sur TF1. J'ai oublié de vous dire que lundi aussi sur M6, ce sera la fin de Marié au premier regard. Ah oui. Donc c'est un truc qui cartonne, une émission qui cartonne. Les grosses têtes sur France 2. En après-midi sur Canal+, Top Gun Maverick. Et surtout le film Arrêt Essai du soir, c'est Annie Colère avec Laure Calamy. Je sais pas si tu l'avais vu. Non, mais déjà quoi. Ouais, ça arrive à une vitesse folle. C'est fou. Franchement, ça arrive à une vitesse Quand on bosse folle. dans un cinéma comme nous en campagne qui diffuse déjà les films avec quelques semaines de retard, et ben en fait au final on attend à peine 4 mois avant de les avoir sur Canal. C'est exactement c'est ça, c'est fou. Sur C8, c'est pas du tout Arrêt Essai, c'est Hollywood avec Florence Foresti et Jamel Debbouze. C8 qui a racheté les droits à TF1 et c'est pas un événement mais Hollywood cartonné à toutes ses diffusions le dimanche soir sur TF1. Bah, faut dire c'est un sacré duo. Ouais, c'est Foresti Debbouze mais perso moi ça me parle pas du tout. Bon. Sur W9 c'est Babysitting 2 qui me fait plus marrer moi personnellement que le 1. Sur TFX Bad Moms. Ah j'adore Bad Moms. Et ça veut dire quoi Bad Moms ? Ça veut dire que c'est pas Star Wars 4. Ah oui, ils avaient recommencé à passer les Star Wars et en fait TFX s'est fait une spéciale, on va dire prélogie en fait. Oui alors la fête des mères approche effectivement, mais ils ont fait la prélogie en fait. C'est ça. Ils ont fait que 1, 2, 3. Donc du coup on râle un peu moins. Energy 12, Star Trek Into Darkness. Voilà. Personnellement moi c'est un univers que je ne connais pas. Séduis-moi si tu peux sur Sister. Alors ça va faire concurrence avec Bad Moms, c'est le même genre de comédie un petit peu déjantée. Et je me permets de glisser un petit mot également sur Paris Première qui va diffuser un film culte, une comédie, La Cage aux Folles, avec Michel Serrault et qu'effectivement c'est un gros carton et Paris Première on sait marche fort sur ce type de film patrimonial. Mercredi soir
Déraciner des ailes vous emmène en Normandie sur le sentier des douaniers. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est juste que je viens de lire ce qu'il y avait de marqué sur mon programme télé. Et en deuxième partie de soirée, méga feu, un été au combat. On croirait un film de MCM. C'est exactement Tout ce que ça j'allais pour dire. vous dire que il n'y a pas de film sur les grandes chaînes, à part sur Arte ce soir-là, avec Médecin de nuit. Ah, inédit en clair. J'adore Médecin de nuit. En 2020, avec Très, très bon l'excellent Vincent Ouais, Macaigne. ouais. Et Energy 12 a fait un petit coup en achetant les droits de Ghost in the Shell, qui a été relativement peu diffusé à la télé, Eh oui, c'est vrai. et qui arrive donc du coup... alors, TF1, moi- je dirais, moi, il me semble, non ça Ouais, diffuse, c'est ouais, hein, ça arrive groupe de... TF1. Ouais. Et moi, je l'avais vu en salle et je l'avais trouvé plutôt sympa. Et tout le monde m'avait dit non, mais c'est nul, parce que le vrai Ghost in the Shell, c'est un animé. Mais je dirais aux gens que quand on n'a pas vu l'animé, on n'a pas de comparaison C'est et ça. du coup, ça passe. Ouais. Donc, pourquoi pas. Je suis d'accord. À noter que Télé Loisirs le note quand même 3 étoiles. Hein. Oh là. Donc, c'est vraiment beaucoup. Un film de Schwarzenegger sur C-Star double détente. J'adore Double Détente. Il adore beaucoup de choses. J'adore un peu- beaucoup de choses, je suis très bon public. Mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et surtout que sur MCM, je vous en ai pas parlé parce que là, je vous ai fait du mardi du mardi au mardi, pardon, vu que sur mon ordi, la programmation s'arrêtait au mardi, mais là, grâce à mon magazine, je vais plus loin. Et ce mercredi soir, il y aura Force 12, le dernier cyclone. Donc, voilà, à mon avis, ça va souffler sur MCM. Le jeudi 1er juin, sur TF1, on va continuer avec HPI et la saison 3, qui va encore faire 6 ou 7 millions. Mais quand même, en face, sur M6, on lance les aventuriers de le L'Arche perdue. C'est parti donc Ah pour oui, c'est vrai. jeudi 1er, Indiana Jones 1, jeudi 8, le 2, jeudi 15, le 3, jeudi 22, le 4 et mercredi 28, le 5 en salle. Donc ça, pour le coup, c'est du Très bien parfait, calculé. Ouais. très bien bon calculé. calcul, ouais. Vous pouvez voir un Indiana Jones tous les jeudis sur M6 À partir Pour- du 1er juin. à partir du 1er juin. Notez que le 5, je pense qu'on le débriefera rapidement Ouais. aussi sur Catflix parce Ouais. qu'il est très attendu. Et visiblement, à Cannes, il a beaucoup plu. Ah, cool. Donc vraiment, les critiques sont très très bonnes. Et personnellement, je sais pas si je les regarderai sur M6, mais en tout cas, je vais les revoir. Ouais. Parce que même si je les ai bien en tête et que c'est une de mes sagas préférées, j'ai envie de les revoir avant. Eh ben, pas tant, moi, tu vois. Ah ouais? Je crois que j'ai même pas vu le 3. D'accord. Ouais. Bah, le 3, c'est mon préféré, c'est le Ah mieux ouais. du mieux du mieux. D'accord, Ah ok. ouais, il faut les voir. Je te prêterai les Blu-ray s'il le faut. Donc, à part ça, sur C8, Rambo. Ok, très bon. Très très bien, Rambo. Sur TMC, Tenet. Donc, quand même, une sacrée soirée cinéma. Ah la hein. vache, TMC. Rambo, Tenet, Indiana Jones. C'est quand même assez impressionnant. Ouais, Et j'avoue. sur TF1 Série Film, Fast and Furious 5. On ouvre la repartie donc dans une drôle d'histoire. Ouais. Et Gone Baby Gone sur Chérie 25. Oui, qui est un bon de polar. Ben Affleck, ouais, c'est un bon polar, ouais, tout à fait. Et à On va noter. faire les critiques de magazine télé maintenant. Bon Ouais, polar. un C'est bon- vraiment exactement, ouais, c'est un un bon peu ça. polar. Ah, d'ailleurs, le magazine dit un bon suspense servi par une Ah réalisation bah voilà. solide. Et à noter, David, que tu nous avais caché quelque chose, puisque on est ravi d'apprendre que TF1 a produit un téléfilm sur toi qui sera diffusé le 1er Qu'est-ce que tu juin en après-midi à 14h. Ça s'appelle Sexy et dangereux. Donc voilà. Et à 15h40, c'est un film sur moi cette fois-ci, aussi dangereux que séduisant. Ça me fume parce que c'est deux téléfilms qui n'ont rien à voir, mais ils passent Sexy et dangereux à 14h et à 15h40 aussi dangereux que séduisant. Autrement dit, c'est le même titre, mais C'est pas ça. dans le même ordre. C'est ça. Et Et c'est pas le même film. et je pense qu'à la programmation des téléfilms de TF1, d'ailleurs, je suis les gens qui programment les téléfilms de TF1 Ouais. sur Twitter et c'est assez rigolo parce qu'ils parlent de leur choix parfois. Et là, je me dis, bon. Ouais, Bref. il a dû se faire marrer tout seul. Et sur MCM, jeudi 1er juin, de toute façon, ne regardez pas Indiana Jones, ne regardez pas Fast and Furious, ne regardez pas Tenet, ne regardez pas Gone Baby Gone, puisque vous allez regarder Dino Shark. C'est un dinosaure requin. Et c'est un téléfilm en plus de 2010. C'est-à-dire que non seulement il va être moche et vieux et un peu vieux. Donc ça fait vraiment, vraiment rêver. Allez, on arrête cette émission qui est déjà bien assez longue comme ça pour vous dire que vendredi soir, le blockbuster de Canal, c'est Black Adam. Oui. Et par contre, je m'interroge. J'aime bien parce c'est la fin de soirée là. Et du coup, l'analyse de David, c'est oui. Mais j'allais te dire, oui, mais en fait, on en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant en disant qu'on avait trouvé ça moyen moins. Et c'est pour ça que je voulais pas Oui, forcément revenir dessus. alors Black Adam, moi c'est plutôt moyen. Pas moyen moins. Mais moyen un peu. Mais Black Adam, surtout, moi je m'interroge. Toi qui regardes Canal, je sais pas si tu es tombé sur le teaser de Canal. Ah non. Moi l'autre jour, en regardant un match de foot, à la mi-temps, ils ont montré le teaser de Black Adam. Ouais. Et le teaser qu'ils montrent, c'est la scène post-générique. Mais non. Canal tease Black Adam avec Henry Cavill qui arrive et qui dit Black Adam, il faut qu'on parle. Et c'est fou parce que
Parce que ça Alors, dure 20 secondes à la fin. Ça dure quoi. 20 secondes à la fin, et alors certes ça spoil pas vraiment le film, mais quand même je me dis, il montre la scène post-générique, et je pense qu'il y a des gens qui vont se dire « Oh mais il y a Superman dedans !» alors qu'il est que dans la scène post-générique. Ça m'a scotché. L'arnaque. Quand j'ai vu ça l'autre jour, je me suis dit, j'ai aperçu Henry Cavill avancer dans le noir, je dis bah, on dirait la scène de Black... Mais non, ils sont pas en train de... Et là, Black Adam à partir du 2 juin. Bon, Les gens vont être déçus. Hein. bah c'est un peu une drôle de manière de Donc le de pauvre Henry procéder, Cavill mais- il est revenu pour une scène post-générique, puis on lui a dit merci. Oui, puis on au lui a revoir. dit merci, au revoir. On rappelle qu'on en avait parlé. Dwayne Ouais. Johnson aurait souhaité qu'il soit. Qu'il insiste lourdement pour qu'il soit là. Ouais. Qu'il soit là, et puis il voulait vraiment qu'il y ait un C'est duel ça. entre Black Adam et Superman. Et puis il avait Alan- un PC à monter, du coup il est parti. Ouais, c'est ça. Alan Quaterman et la pierre des ancêtres, c'est l'Indiana Jones de Wish, mais c'est sur Ah Gulli. bah oui, j'aime C'est bien dans le Alan groupe Quaterman. M6. Moi, j'ai jamais vu, mais bon, voilà. Et Ouais, TF1 série film, c'est un film que j'adorais quand j'étais petit. C'est Le Maître d'école de Claude Berry avec Coluche. Voilà, c'est pas mal déjà pour cette semaine, hein, parce que je pense qu'on est un petit peu fatigué. Vous dire qu'il y a Passengers aussi sur RTL 9, parce que On j'aime avait bien trouvé ça un RTL petit 9. peu dérangeant comme film. Et que voilà, on n'en parle pas si souvent que ça de cette chaîne. J'espère que cette émission vous aura plu en tout cas, parce que dis donc, on en aura raconté. Ah la vache, elle aurait été dense cette émission, on a eu énormément de choses à dire, je ne sais pas combien de temps elle va faire, peut-être 1h30, peut-être un peu plus. Ah bah non, tu vois, on n'est pas tant que ça. Et bah écoutez, on vous remercie, on prend le temps de vous demander de vous abonner, de commenter, d'en parler autour de vous, à vos copains, à vos copines, à vos mamans, vos papas et tout le monde. Parce que bah voilà, on en a besoin de se faire connaître, on travaille pas mal là-dessus et ça serait chouette qu'on puisse être un petit peu plus écoutés, même si on est déjà très content Ouais. de toutes les personnes qui nous écoutent et surtout qui réagissent et qui nous disent qu'ils adorent l'émission, et ça nous fait vraiment grand plaisir. Alors merci à vous qui nous écoutez, on se dit à la semaine prochaine, à distance du coup. Ah non, 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 David. non, ah sur non, place non, la semaine alors, prochaine. mais qu'est-ce que je raconte. Par contre, les 2 semaines suivantes à Voilà. distance. Donc dans tous les cas, vous aurez une émission quoi qu'il en soit, et merci, à bientôt. Salut à tous!